On va faire la prospection et la négociation immobilière. On va commencer par la prospection. On va le faire en duo avec Amel. Donc les prospections immobilières, donc les méthodes et stratégies pour dénicher une bonne affaire avant les autres et comment acheter un bien à moins 30% du marché. Voilà, vous savez que on court tous après le cash flow, on court tous après la rentabilité avec une plus-value, avec plein de choses. Mais c'est très important, les deux prochaines thématiques, au-delà du financement bancaire que vous avez pu voir ce matin, la prospection et la négociation, c'est vraiment très important. Sur un bien à 100 000 €, vous pouvez prendre une personne qui ne s'est pas formée ou qui ne s'est pas prospectée, qui ne sait pas négocier, et vous prenez un bien, une autre personne qui sait prospecter, qui sait négocier. Sur un bien à 100 000 €, il peut y avoir une différence de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 €. Donc ça peut être énorme et c'est vraiment ce qui va définir ensuite votre rentabilité, votre cash flow, votre future plus-value. Donc la prospection, la négociation, encore une fois, ce qu'on va vous raconter, c'est notre expérience et c'est beaucoup de bon sens. Voilà, c'est pas de la magie, c'est du bon sens et c'est une attitude à avoir dans la prospection et dans la négociation. Je crois qu'Amel, tu voulais présenter un petit tableau. Oui. Je te laisse la parole. Alors en fait, à chaque fois sur la question de la prospection, c'est-à-dire la recherche d'un bien, à chaque fois que j'ai l'occasion d'aborder ce sujet, il y a souvent la question de savoir, oui mais alors d'accord, on nous donne des techniques, mais au final, je me sens un peu perdue. Voilà. Ça peut être le cas pour un débutant et ça peut être le cas aussi pour un expert qui a envie de diversifier son patrimoine. Typiquement pour ma part, moi je n'investis que dans des studios parisiens, à Paris intramuros. Le jour où je vais vouloir commencer à prospecter en province, je vais devoir recommencer tout le travail que j'ai fait sur Paris en province. Et donc je m'étais dit, et donc là c'est de manière un peu improvisée, que j'allais vous proposer un tableau, qui est le tableau moi que je m'imagine avant toute visite. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Bon, bah c'est cool. Oui, mais alors ça... Alors en fait, moi je me dis toujours, la visite, on la prend comme la première étape de la prospection immobilière, ça c'est clair, mais il faut avoir une vision globale de ce que vous voulez faire en termes d'investissement locatif. Moi je vais vous dire, je ne vais pas vous donner de recette miracle, je vais vous dire exactement comment je fais. Voilà. Donc moi les premières étapes, déjà, c'est de me dire... Je vais choisir mon emplacement. Voilà. Donc mon emplacement, ça va être Paris, ça va être la province, ça va être l'étranger, ça va être ce que vous voulez. Et vous allez voir à la fin, quand je vais tout dérouler, que avant même de commencer la prospection immobilière, il faut déjà déterminer sa stratégie immobilière pour pouvoir gagner du temps ensuite quand on va vouloir chercher son bien. Donc déjà, la première question, c'est la question de l'emplacement. Où je veux investir. Est-ce que je vais investir à côté de chez moi? Est-ce que je vais investir très loin de chez moi pour plus de rentabilité? Est-ce que je vais dans une zone à risque, mais où il va y avoir plus de cash flow? Est-ce que je vais investir dans la capitale où je vais avoir plus de plus-value à la revente? Ça, c'est la première chose à voir. Ensuite, comment est-ce que je vais trouver mon bien? C'est ce que l'on appelle le réseau. Et le réseau, on va vous montrer avec Goulven justement sur la partie prospection, comment on le développe, comment on le travaille, comment on se le crée. Donc le réseau, ça va être les agents immobiliers, ça va être les notaires, ça va être donc des banquiers qui peuvent nous parler de certains biens dont ils ont entendu parler. Ça peut être des gardiennes, ça peut être beaucoup de choses, le réseau. Donc une fois qu'on a trouvé son bien, le bon réseau à avoir, c'est d'avoir un bon réseau lié au financement. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure avec Marlène. La question qui va se poser, c'est de savoir si on va passer plutôt par une banque, est-ce qu'on a déjà une banque en tête, ou est-ce qu'on va forcément passer par un courtier? Donc déjà, savoir se déterminer là-dessus. Ensuite, lorsqu'on a trouvé son financement, c'est quoi l'étape d'après, logiquement? Vous avez visité un bien, vous savez que le bien, négocié ou pas, vous allez pouvoir l'acheter parce que vous avez fait une étude de marché, donc vous allez devant qui? Devant un notaire. Même si vous passez par agence, l'agence, à un moment donné, il y a un notaire. D'accord? Donc, il faut avoir un notaire. Alors, ça a l'air d'être très basique ce que je dis à ce niveau-là, mais je vous assure
qu'un bon ou un mauvais notaire, ça vous change tout un investissement locatif. Donc vraiment, j'insiste sur le fait d'avoir un bon notaire. Pour info, je n'ai aucune commission dans ce que je vais dire, mais j'ai un excellent notaire à Paris qui peut s'occuper de toutes les affaires en France. Il est aussi chiant que moi en matière juridique. Donc, un bon notaire. Ensuite, une fois qu'on va jusqu'au bout de l'achat, on a la remise des clés. Et souvent, ce qui se pose comme problème, c'est la question des travaux. Alors, quand je dis problème, ce n'est pas forcément un problème. Mais on se pose la question de savoir, les travaux, est-ce que je vais les faire par moi-même? Est-ce que je vais les déléguer sous corps d'État? Est-ce que je vais prendre un plombier à part, l'électricité à part, le carrelage à part? Il faut se poser cette question-là des travaux. Ensuite, quelle autre question? La question de la mise en location. Donc, qui va faire l'état des lieux d'entrée? Qui va remettre les clés? Ensuite, autre question. Comment est-ce que je vais exploiter mon bien? Donc, le mode d'exploitation. Donc, ça veut dire quoi, le mode d'exploitation? Est-ce que je vais le louer en nu, en meublé, en colocation? Qu'est-ce que je vais en faire de ce bien? Normalement, vous allez voir, quand je vais raisonner au global, cette question-là, il faut se la poser dès le départ. On est d'accord? Non, mais je déroule en fonction de, on va dire, des étapes liées à un achat immobilier. Mais on est d'accord, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là. D'accord? Après, on pense aussi à la comptabilité. Et le dernier élément, c'est la fiscalité. D'accord? Donc je répète, emplacement, réseau, financement, notaire, travaux, état des lieux, mode d'exploitation, comptabilité, fiscalité. Je pense ne rien avoir oublié. Et très souvent, et je te remercie de ta remarque, c'est que, en fait, très souvent, surtout que chez les débutants, on voit des gens visiter, se lancer dans les visites. Alors c'est très bien parce qu'on commence à se faire l'œil de l'investisseur, etc. Mais sans aucune idée du mode d'exploitation, de la fiscalité à venir, de la fiscalité potentielle. Le réseau, bon, il se crée, pourquoi pas. Le financement, il n'est pas du tout étudié. Le notaire, bon, ça, il peut se trouver assez facilement. Mais les travaux, déjà, c'est encore autre chose. Donc, typiquement, je veux commencer à investir dans l'immobilier. Je veux me lancer dans l'investissement rentable, je veux acheter un immeuble de rapport, je veux aller en province. Et bien en province, est-ce que ça va être un bon emplacement en province? Voilà, ça peut être oui ou ça peut être non. Est-ce que j'ai déjà un réseau d'agents qui va me permettre de pouvoir faire les visites en province? Si j'habite à 500 km donc de l'emplacement que je veux, comment je m'y prends pour pouvoir investir dans cet endroit-là? Le financement, est-ce que je peux prendre un courtier là où j'habite ou est-ce qu'il faut que je prenne un courtier ou un banquier là où je vais investir, etc. Qui va faire les travaux? Et concrètement, si j'habite à Paris et que je veux investir, ne serait-ce qu'à Rouen, c'est pas très loin, c'est à 1 heure et demie de train, bah, qui va me faire les travaux? Comment je vais gérer les travaux? Comment je vais surveiller les travaux? Et en fait, l'idée de ce tableau-là, de ce schéma-là, c'est de vous inciter à réfléchir déjà globalement à ce que vous voulez faire avant de vous lancer dans la prospection immobilière. Voilà, c'était vraiment une première étape déjà pour vous montrer un petit peu toutes les données qu'il y a en termes d'investissement immobilier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce tableau? On va enchaîner du coup. Ouais. Donc en fait, on vous a fait un petit schéma sur le cheminement d'une vente immobilière. Bon, je vais te le laisser. Vous m'entendez bien sans micro? Donc le cheminement d'une vente immobilière que vous retrouverez de toute manière dans le petit carnet qu'on vous a fait. Donc en fait, le cheminement d'une vente immobilière, pourquoi on vous a fait ce schéma? C'est pour que vous compreniez, quand la slide précédente, on vous met comment acheter à moins 30% du marché, c'est pas pour vous vendre du rêve, c'est pour comprendre le processus d'une vente. Comment une vente se fait, tout le processus, psychologiquement parlant. Le point de départ, c'est une personne qui se projette de vendre son bien. Psychologiquement parlant, est-ce qu'il y a des personnes déjà qui ont déjà vendu des biens ici? Le premier réflexe que vous faites, c'est quoi? Est-ce que ça va être d'en parler à un agent immobilier ou est-ce que ça va être d'en parler à vos proches,
peut-être la gardienne, votre entourage. Voilà, on va passer par un agent immobilier. Mais l'agent immobilier, il arrive bien après. Il arrive bien après la chaîne. D'abord, c'est vous discutez s'il y en a qui habitent si vous habitez dans un immeuble où il y a une gardienne, régulièrement vous la voyez, vous échangez avec elle. Tiens, aujourd'hui, prochainement, je suis muté, voilà, je change de travail, on va déménager, ceci, cela. Hop, la gardienne sait déjà que vous allez sûrement vendre votre bien, avant même que l'agent immobilier soit au courant. Quand on veut vendre un bien, indirectement, sans s'en apercevoir, on informe plein de personnes. Des proches, peut-être un agent immobilier qui est dans vos proches, la gardienne, peut-être des amis qui sont investisseurs, avant même que ça arrive aux oreilles d'un agent immobilier. Et c'est justement avoir cette force de pouvoir aller toper ces personnes-là. Ce qu'il faut, comme je vous le disais dans le module 1, apprendre à se connaître. Quand je vous dis qu'il faut apprendre à se connaître, il faut aussi apprendre à se connaître où vous voulez investir. C'est-à-dire, si vous avez cette force de vous dire, voilà, moi je vais investir dans telle ville, dans tel quartier. Moi, je reprends mon exemple avec le CV, je vais vous le montrer juste après. Mais quand j'habitais à Paris et que j'ai pris la décision d'aller habiter à Toulouse, moi j'avais identifié les quartiers où je voulais habiter à Toulouse. J'avais un pourquoi. Mon pourquoi je suis descendu à Toulouse, parce que j'avais envie de pouvoir vivre dans l'hypercentre d'une grande ville. Paris, ça m'était pas forcément accessible, et à Toulouse, j'avais tout à ma disposition. Et ce que je voulais, c'était moi vraiment l'hypercentre de Toulouse. Dans l'hypercentre de Toulouse, j'avais identifié Capitole, Esquirol et Les Carmes. Et du coup, c'est les 3 quartiers dans lesquels je voulais habiter. Alors que ce soit de la location ou de l'investissement immobilier, un achat, c'est exactement la démarche, c'est exactement la même. Donc du coup, moi, j'ai été démarcher toutes les agences immobilières du quartier où j'ai été déposer un CV qu'on va voir juste après, pour justement être le premier sur le bien que je désirais obtenir. Donc c'est très important dans la démarche, dans les démarches que vous allez faire par rapport à où vous voulez habiter, c'est très important. Après, c'est pas toujours facile de le faire. Si vous désirez habiter à Paris, dans une grande ville, vous n'avez pas forcément défini de quartier, ça va être compliqué d'aller démarcher toutes les agences immobilières ou d'aller démarcher tous les immeubles, toutes les concierges, toutes les gardiennes d'immeubles. Ça va pas être évident. Mais c'est pour ça, plus vous aurez cette faculté justement à réduire ce rayon pour vous dire je veux investir ici, je veux habiter aussi ici, ou je veux faire de l'investissement dans tel ou tel endroit, plus ce sera justement facile de trouver de bonnes opportunités. Amel, juste te laisser rebondir là-dessus par rapport à la stratégie que tu as utilisée sur Paris. Toi, on entend souvent à Paris, on ne peut pas investir, faut pas investir sur Paris. Alors oui, c'est en règle générale, bien sûr que c'est valable. Bien sûr qu'à Paris, ça va être compliqué d'aller chercher de la rentabilité, d'aller chercher du cash flow. Par contre, à Paris, il y aura d'autres leviers. Il y aura le levier de la plus-value que vous ne pourrez pas forcément aller chercher en province. Moi, j'ai investi en région parisienne, j'ai investi en province aussi du côté de Béziers et Perpignan. Je me suis rendu compte qu'à Paris, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez en termes de travaux, en termes de déco, parce que le pouvoir d'achat est là. Paris, c'est une ville, vous achetez un bien 100 000 €, s'il est bien placé, si vous faites un truc de ouf, vous pourrez peut-être leur vendre 1 million d'euros. J'exagère sur les prix, parce qu'il y a le prix, le pouvoir d'achat est présent à Paris. Vous faites la même chose à Perpignan, vous achetez un truc à 100 000 €, un bien à 100 000 €, vous faites des superbes rénovations. Si votre bien, vous le vendez 500 000 ou 1 million d'euros, vous le mettez à ce prix-là, vous ne le vendrez pas. Tout simplement, peut-être qu'il vaut ce prix-là, le bien que vous aurez rénové, mais le pouvoir d'achat dans cette ville, il est néant, il n'y est pas, il n'y a pas ce pouvoir d'achat dans cette ville. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et toi, du coup, Amel, c'est ce que tu as compris, le point de départ. Toi, tu as une facilité tu es une pipelette, tu es une femme. Comme ça. Oui. Et tu as une facilité pour parler avec les gardiennes. Parce que je suis une bonne négociatrice et non pas parce que je suis une fille. Voilà. Bon, non, mais en fait, le truc, c'est que on se vengera. Non, en fait, le truc, c'est que moi, j'avais un besoin. Je vais un peu juste raconter mon parcours, mais très rapidement parce que c'est pas le sujet. Mais en fait, moi, l'investissement immobilier, j'y suis venue parce que j'avais un besoin d'acheter ma résidence principale. J'ai compris que même avec les meilleurs diplômes au monde, j'ai 2 Bac+5 et un Bac+7, donc c'est pas pour autant que j'ai eu un très bon salaire. J'ai eu un salaire à 1 800 € pendant des années.
c'est très bien, mais pour les années d'études que j'ai pu faire, c'était assez frustrant. Donc pour le coup, je me suis dit, à un moment donné, à un certain âge, parce que j'ai 25 ans hors taxe, mais vraiment très hors taxe, il faut investir un petit peu. Et donc j'ai acheté un studio près de l'avenue Foch de 15 mètres carrés avec un ascenseur. Je le précise parce que c'est quelque chose qui augmente la valeur du bien. Et je l'ai acheté, il était proposé à 160 000 €. J'ai pu le négocier à 110 000. Alors comment? Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de film. C'est qu'il y avait une clause du règlement de copropriété qui posait problème et qui pouvait m'amener à avoir des difficultés à la revente. Sauf qu'avec mes recherches, je savais que cette clause n'était pas valable. Donc j'ai joué sur la psychologie du vendeur pour le lui expliquer. Et comme le vendeur était pressé, puisque j'ai fait mon enquête auprès de la gardienne, qui m'a raconté toute la vie du vendeur. Voilà. Donc là-dessus, c'est comme ça que je me suis dit, je vais proposer 110 000. Bon là, franchement, je pensais que ça n'allait pas passer à 110 000, mais ça s'est bien passé. Donc pour les coups, ça m'a donné confiance. Et en fait, ça m'a donné confiance pour multiplier les rencontres avec les agents immobiliers. Moi, clairement, j'ai fait des après-midi au lieu de... J'ai remplacé les après-midi Nutella Simpson, sous la couette le samedi, bien au chaud chez moi, ou shopping ou cinéma, par je prends mes petites baskets et je fais le tour des agences et le tour des banques. J'ai un tableau Excel avec peut-être 50 agences, avec des notes, avec des couleurs, avec bon, lui c'est un con, faut pas y aller, elle est sympa, c'est bien, différé, machin, etc. Et j'ai la même chose avec les agents immobiliers. Dans 90% des cas, je me fais envoyer. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, non, attendez, on est à Paris, les gens ils achètent à 13 000 € du mètre carré et il n'y a pas de négociation possible. Simplement, moi j'ai compris, grâce à mon premier achat, que je pouvais acheter en dessous de la valeur du marché sur des biens un problème. Donc en fait, je faisais le tour des agences en expliquant que je souhaitais avoir des biens qui étaient à ce niveau-là, c'est-à-dire au moment où le mandat était en train de rentrer dans l'agence. Et dès lors que vous avez un bien, s'il vous plaît, qui rentre en agence, et dès lors que c'est un bien qui a un problème, qui a une anomalie, moi je suis intéressée. Voilà. Et c'est comme ça que du coup, à force de pipelleterie, voilà, de discussions, de négociations, etc., que du coup je me suis créé mon propre réseau, donc ce que j'appelle le réseau. Et les gardiennes, l'air de rien, c'est vraiment de vraies pipelettes. Je suis une fille, je dis girl power et tout, mais vraiment une gardienne et une coiffeuse. Vous avez plein d'infos à avoir sur l'immobilier, à ces deux niveaux-là. Elles savent exactement ce qui se vend, où ça, parce que les gens se confient aux gardiennes, aux boulangères aussi, et aux coiffeuses. Et vous n'imaginez pas, alors si vous avez la même coiffure que Goulven, bon, c'est un peu mort, voilà. Ah, voilà, la vengeance, elle arrivait vite, hein. Voilà. Mais honnêtement, le relationnel, c'est vraiment la première chose qu'il vous faut pour vous créer un réseau. Que ce soit un marché tendu ou pas un marché tendu, il n'y a pas de mystère. Pour faire une bonne affaire, déjà, il faut arriver en premier sur les lieux. Il ne faut pas avoir de concurrence, il faut tuer la concurrence. Et sur ce schéma-là, si vous arrivez là, c'est mort. Si vous arrivez... Alors, c'est mort, oui et non. Si vous arrivez là, vous allez faire des visites, mais qui peuvent ne pas aboutir, qui ont de fortes chances de ne pas aboutir, parce que vous êtes en concurrence avec le primo-accédant, avec celui qui investit pour la première fois et qui va absolument investir à tout prix, à la limite, et qui n'est pas forcément prêt à la négociation. Et vous, votre intérêt, c'est d'acheter en négociant. Ou pas, si vous tombez sur une anomalie de marché. Mais l'objectif, c'est d'arriver au mieux à cette étape-là, dès le départ, à partir du moment où la personne, elle projette de vendre son bien. Donc, il y a des techniques, on va y revenir après sur la prospection immobilière pour essayer d'arriver, mais vraiment dès le départ, quand la personne, elle veut vendre son bien, qu'elle le met donc en annonce. Mais moi, mon objectif, vraiment, c'est de développer auprès des agences et vraiment un réseau et de me faire connaître pour avoir une présentation de biens avant tout le monde. Donc, il y a les... Ouais, oui. Question. Je sais pas s'il y a le micro. Oh, c'est juste pour enregistrer. Oui, pour enregistrer, en fait, la question. Merci.
Il y a un truc qui est... juste une chose avant, s'il te plaît. Arrête de nommer Rouen en exemple. Il n'y a rien avant à Rouen. Ah, je l'ai dit une fois, je l'ai dit une fois, Rouen, je l'ai cité une seule fois. Je galère. Je connais une investisseuse en commun qui vient de faire un immeuble de rapport à Rouen, très rentable, pour ça. Justement, c'est pour éviter que les Parisiens viennent. Ah non, n'allez pas à Rouen, c'est nul, c'est moche. Donne pas d'idée, c'est ça. Ça fait Juste une chose, quand un bien en fait a fait tout le parcours et qu'il arrive à la fin, là, prix de vente au marché, En vitrine. que l'agent immobilier lui a donné le prix marché, et donc ça vient d'arriver, nous les premiers, on n'a pas forcément envie de descendre le prix. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'avant, quand on a le premier rond rouge, là, le particulier, quand il veut commencer à vendre, il se renseigne, il a déjà une idée du prix du marché. Et c'est pas à ce moment-là, comment tu fais pour taper du moins 30 ? Oui, mais le particulier, il y a le particulier peut-être comme toi, parce que souvent en fait on s'identifie à la personne. Les gens ils sont pas prêts à Mais descendre. le problème c'est l'être humain il est comme ça, il fonctionne comme ça, on fonctionne comme ça, c'est qu'on s'identifie à la personne qu'on est. Et en fait, si toi aujourd'hui tu n'as peut-être pas de problème d'argent, peut-être tout se passe bien dans ta vie, mais il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui vendent des biens parce qu'ils ont des dettes, il faut qu'ils vendent rapidement, parce qu'ils vont avoir une saisie, parce qu'il y a un divorce, parce que pour X ou Y raison. Et c'est justement ces personnes-là, si tu arrives à, entre guillemets, à les choper avant même que l'agent immobilier les chope et ait diffusé cette annonce sur Internet, sur la toile, sur les agences immobilières, c'est là où tu vas faire des bonnes opportunités. Comme Amel, elle a régulièrement fait des moins 20, moins 30, moins 50%. Ce n'était pas forcément des problèmes de dette ou ceci, cela, c'était des appartements à problème, des appartements où il y avait des problèmes au sein de la copropriété. Après, on n'est pas tous juristes, c'est vrai que ça... Après, il faut connaître peut-être les lois pour... Ah oui, mais moi comme je suis avocate de profession, voilà. moi, je vais sur ce créneau-là. Sur Paris, c'est la seule méthode moi, que je connais pour faire des bonnes affaires sur Paris en tout cas. Et en province, je suis sûre que c'est encore plus puissant sur en province. Mais c'est vrai que c'est une façon de faire baisser les prix. Mais pour répondre à ta question, il y a une multitude d'autres façons de baisser le prix, notamment en prenant des biens à problème du genre beaucoup de travaux. Oui, aussi, bien sûr. On n'a pas peur de faire des travaux, parce que les gens ont peur de faire des travaux. On peut effectivement baisser considérablement le prix en disant je vais engager des frais de travaux. Généralement, le primo-accédant ira rarement sur des biens avec des travaux. Les travaux, c'est essentiellement des investisseurs, parce qu'ils ils savent que derrière, il peut y avoir une plus-value, ils connaissent le processus, ils savent tout ce qui se cache derrière tout ça, quoi. Je crois qu'il y avait une autre question par là. Il y a une autre question, ouais. Bonjour. Alors je ne maîtrise pas encore tous les aspects de la négociation, mais j'ai remarqué, si vous voulez, comment vous expliquer. Lorsqu'il y a par exemple un ravalement de copropriété, normalement ça c'est quelque chose qui est publié dans les mairies, ou je ne sais pas si je me trompe, je ne sais pas s'il y a une annonce qui est faite quelque part, chose que j'ignore. Est-ce que ça peut pas être aussi un moyen de prospecter, par exemple, pour pouvoir, comme on l'expliquait tout à l'heure, en disant qu'il peut y avoir des problèmes au sein de la copropriété, peut-être qu'il y a des mauvais payeurs, peut-être qu'une personne peut se débarrasser du gens parce qu'il ne peut pas payer ravalement, par exemple, ou des charges. Ça, tu vas le savoir en fait quand tu as déjà des documents remis par l'agent immobilier. Tu ne peux pas le savoir en amont. Non, tu ne peux pas le savoir en amont. Alors, le truc, c'est que sauf si tu arrives à avoir un contact chez le syndic, voilà. Mais des travaux de ravalement, je me permets de rebondir dessus, parce que normalement, c'est quelque chose. Voilà, c'est affiché. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Est-ce que je peux répondre En fait, non, mais la question, je ne l'ai pas comprise. Je comprends sa question. Ouais. Je suis du métier à peu près. D'accord. À peu près ou... Par exemple, Juste parler un peu plus fort. je disais, quand on fait un ravalement de copropriété, on dépose une déclaration préalable auprès de la mairie. Oui, non. Et cette déclaration préalable, elle est remise au bout de 2 mois, 2 ou 3 mois. Sauf que, contrairement au permis de construire, qui est affiché en mairie, la déclaration préalable, on ne l'affiche pas en mairie comme un permis. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir si le ravalement va être fait et quand il va être fait. Par contre, avant le début des travaux, effectivement, il y a une enseigne qui est mise avec l'entreprise qui intervient. Et là, à ce moment, vous pouvez savoir s'il va être fait et quand est-ce qu'il commence. D'accord, ok. Oui,
mais en fait, À partir du moment où il y a un ravalement, ça a déjà été voté. Donc c'est déjà le propriétaire, l'ancien propriétaire qui va ça va être à sa charge, de toute manière. Non, mais de manière. Ensuite, si tu vas aller un peu plus loin, parce que moi je l'ai peut-être un peu comprise différemment la question. C'est-à-dire de savoir dans quelle mesure est-ce que tu peux savoir si la copropriété est en péril. Non, en fait, dans ma manière de. Je me suis dit là, en fait, ce que a dit en fait Goulwen, ça m'a fait réfléchir à ça. Oui. Ce que a dit Goulwen, en fait, ça m'a fait penser à ça, ça m'a poussé à la réflexion en me disant. Justement, si on arrive à savoir que dans ce bien-là, il y a un ravalement qui va être effectué, il y a peut-être des gens qui, comme l'a dit Goulwen, doivent avoir des problèmes d'argent. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller prospecter dans cet immeuble-là directement? Oh, tu peux, oui. De savoir en fait par quel moyen. En fait, le moyen que tu peux faire, tu vois, comme je te dis, si tu as réussi à identifier un quartier ou une ville, je parle d'une ville à taille humaine, hein, parce que si tu dois prospecter tous les immeubles à Paris, bon courage. Mais à taille humaine, ce que tu peux faire justement, c'est faire les boîtes aux lettres ou déposer des affiches dans les halls d'entrée ou déposer des flyers, des prospectus dans les boîtes aux lettres, cherche à investir, cherche à acheter dans votre quartier, dans votre immeuble. Et les personnes qui vont être en difficulté, ça peut les intéresser justement. Donc c'est faire de la prospection, c'est sûr, voilà, comme l'a dit Amel, c'est sûr que ça va te demander du temps, ça va te demander de l'énergie. C'est un travail qui est un peu ingrat, mais ce travail-là justement va te permettre de gagner beaucoup plus qu'une personne qui va investir à la fin du wagon, quoi, à la fin du marché. Donc ça peut être très intéressant de prospecter dans tout ton quartier, de mettre des flyers dans tous les immeubles que tu juges intéressants pour toi. Et à un moment donné, tu en as bien qui va t'appeler. À un moment donné, ça va mordre. Tu peux le faire aussi au même titre des agences immobilières. C'est un travail qui est très lourd à faire au début, mais par rapport aux agences immobilières, après, ils vont t'identifier comme investisseur. Pour les agences immobilières, c'est un travail, comme je dis, que tu n'auras à faire qu'une seule fois. Après, c'est eux qui vont revenir vers toi parce qu'ils auront identifié que tu es un investisseur, ils auront identifié le bien dans lequel tu veux prospecter. Ça, les boîtes à lettres, toi tu peux le faire parce que tu as le gigue des pompiers. Oui, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Après, si tu veux rentrer, tu rentres, tu sonnes. J'ai oublié mes clés, c'est les pompiers. Les gens, généralement, une fois sur deux, ils t'ouvrent. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de rentrer dans les halls d'entrée. Mais ça peut être une solution, la prospection, prospecter dans le quartier, prospecter dans la ville en mettant des flyers. Oui, c'est un travail ingrat, oui, ça demande du temps, mais après, il faut savoir ce que vous voulez. Comme je le dis, des investissements immobiliers, faut bien remettre aussi là, à part Kylian. Hein. Mais les investissements immobiliers, vous n'allez pas en faire tous les 4 matins. Voilà, un investisseur en moyenne, je ne connais pas les chiffres, mais c'est peut-être un investissement tous les 2 ans. Peut-être tous les ans pour celles et ceux qui veulent aller vite. Donc prenez votre temps justement par rapport à cet investissement que vous allez faire, prenez votre temps vraiment de bien le faire, de vous faire connaître, comme l'a dit Amel, auprès des professionnels. Même si vous êtes chauve comme moi, rien ne vous empêche d'aller démarcher des coiffeurs, leur dire voilà, je suis nouveau dans le quartier, je cherche à investir. Est-ce que vous auriez des on-dit, est-ce que vous auriez eu des dires justement sur tel ou tel bien qui va se vendre, voilà, la boulangère, ou même déposer des annonces s'ils le veulent bien dans les boulangeries, salons de coiffure. Allez voir les professionnels qui eux brassent régulièrement des dizaines de personnes au quotidien. Donc ils discutent avec tout le monde et ils connaissent beaucoup de monde. Il y a plusieurs stratégies à mettre en place et ça c'est vrai que c'est la stratégie la plus ingrate, mais c'est ce qui va vous permettre justement d'acheter avant que ce soit mis sur la toile et avant que ce soit mis dans les agences immobilières. Alors j'ai quelques petites techniques aussi pour compléter ce qui a été dit. Alors pour se donner les meilleures chances d'arriver sur le marché, de capter des biens avant même l'agent immobilier. Donc dans certaines régions, les personnes ont tendance à mettre une pancarte de vente artisanale et non pas par le biais d'une agence. Donc n'hésitez pas à regarder autour de vous, à lever la tête et à contacter directement les propriétaires parce que c'est un moyen qui est pas mal utilisé. Autre chose, sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est le premier site d'annonces immobilières en France. Et en fait, lorsqu'une personne est dans l'urgence de vendre, elle a tendance à mettre une annonce avec vous savez, la petite étoile urgent, et ça revient systématiquement. Donc, lorsque vous faites vos critères de recherche sur Le Bon Coin, ce que je vous conseille de faire, vous mettez vente immobilière et vous sélectionnez par exemple Rouen, par exemple. Par exemple. Et
Ah, donc vente immobilière, Rouen, entre 100 000 et 500 000 euros. Et il y a une petite case de recherche tout en haut. Vous visualisez ou pas? Alors là, vous mettez des mots-clés du type urgent. Et si jamais vous avez des annonces, croyez-moi que quelqu'un qui met une annonce avec la mention urgent dans son annonce, c'est qu'elle est vraiment dans l'urgence de vouloir vendre. Donc vous avez des chances d'arriver avant des agents immobiliers. En tout cas, vous avez des marges de négociation qui sont très importantes sur ces biens-là. Travaux, à rénover, décès, divorce, déménagement, dette. Voilà, c'est ça. Dès que vous avez ces mots-clés que vous mettez sur le site du Bon Coin et vous avez des annonces qui apparaissent, ce sont des annonces intéressantes. Enfin, intéressantes, je ne me réjouis pas du malheur des vendeurs, hein, mais dans l'état d'esprit des investisseurs. C'est que ces mots-clés, voilà, dette, déménagement, décès, urgent, travaux à rénover, divorce. Souvent, divorce, souvent c'est dans les annonces, il y en a qui le mettent. Il y en a qui le mettent dans les annonces pourquoi ils vendent. Donc c'est pour ça que c'est important de taper ces mots-clés. Les annonces à surtout aller visiter sont les annonces sans photo. Parce que là, la personne n'a pas mis de photo, donc ça enlève un maximum de concurrence. Parce que les gens, on va dire normaux, aiment bien visiter, se déplacer sans surprise. Donc visiter des biens avec un minimum de description. S'il n'y a pas de photo, c'est soit parce qu'il y a un oubli du propriétaire, ou soit parce qu'il y a un vrai problème. Et ça, c'est bien ça, les problèmes. Pour bien investir, enfin pour pouvoir négocier. Donc voilà, donc pour les deux premiers points, si vous n'arrivez pas à intercepter le bien avant l'agent immobilier, c'est pas bien grave. C'est pas grave, tout n'est pas perdu encore une fois. Donc pour moi, c'est la meilleure opportunité pour acheter à moins 20, moins 30, peut-être jusqu'à moins 50%. Mais on peut facilement acheter du moins 20, moins 30%. Ensuite, si ce n'est pas le cas, il va se passer quoi? La personne, le vendeur, en a parlé à la boulangère, en a parlé à la gardienne, tout ça. Bon, personne est venu. Donc, ce qu'il va faire, lui, il s'est confié à ces gens-là. Ce qu'il va faire, naturellement, soit il va mettre de lui-même une annonce soit sur les réseaux sociaux, Le Bon Coin et compagnie. Et ensuite, il ira en parallèle ou avant démarcher aussi une agence immobilière. Donc, pour l'agence immobilière, ce qu'il va falloir faire, on va juste passer la slide après, on reviendra sur le schéma après. Moi, c'est exactement ce que j'avais fait quand j'ai dû aller à Toulouse. J'habitais en région parisienne. J'avais que très peu de temps par rapport à mes activités professionnelles en région parisienne pour déménager et surtout pour trouver un nouvel appartement à Toulouse. Et je me suis dit, comment faire, quoi? Faut que j'aille vite, faut que ce soit rapide et surtout, voilà, faut que je reparte de mes visites à Toulouse avec un bien. J'ai dû faire j'y suis allé 2 samedis. 2 samedis, comme je vous l'ai dit, j'avais identifié le quartier où je voulais investir, donc Les Carmes, Capitole, Esquirol. Donc j'ai fait, je crois, j'avais dû faire 30 ou 35 agences immobilières en 2 jours. Et je me suis dit, pour aller vite et pour marquer leur esprit, moi je l'ai joué en mode dans la psychologie, je voulais vraiment les impacter psychologiquement parlant. Je voulais que quand j'allais repartir, que quand j'allais les rappeler, ils se souviennent de moi. Donc pour ça, je me suis dit, sans même vouloir faire quelque chose que les autres ne font pas, moi je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour les marquer, pour que ça aille vite, pour qu'ils me prennent au sérieux. Donc je leur ai tout simplement fait un détail de l'appartement que je recherchais à Toulouse, appartement 110, 130 mètres carrés, situé hyper centre de Toulouse, proche place Capitole, 2 chambres minimum, 2 salles de bain si possible, cuisine américaine, une terrasse, appartement avec du charme, du caractère, poutre apparente briques. Loyer maximum 1 300 € par mois, appartement libre et commentaire, je suis joignable 7 jours sur 7 de 8h à 22h. Au moins, ils avaient une fiche, ils avaient exactement ce que je voulais et surtout, ils avaient une photo de moi. Et ça, au-delà de ça, si vous ne le notifiez pas à l'agent immobilier de lui-même, il va noter tous vos critères. Mais par contre, la photo, ça, il n'aura pas de photo. Et la photo, c'est super important. Parce qu'il faut savoir, on a encore la psychologie de l'être humain, de l'agent immobilier. Tous les jours, il côtoie peut-être des dizaines, 10, 15, 20 personnes au quotidien qui franchissent la porte de son agence. Et ce qu'on va faire après, on va relancer les agents immobiliers. Et quand vous allez relancer les agents immobiliers, vous allez dire, voilà, je suis un tel, je recherche tel ou tel bien. L'agent immobilier, il vous dira toujours oui par politesse.
Voilà, même s'il ne se rappelle plus de vous, il vous dira oui par politesse. Il ne va peut-être pas forcément se rappeler de vous par rapport au nombre de personnes qu'il aura pu voir. Par contre, si vous lui dites, voilà, je suis monsieur untel, je vous ai laissé un CV avec une photo de moi, il va visualiser, il va revisualiser le rendez-vous, l'entretien qu'il a eu avec vous. Et ça, c'est très important. Ça, vous allez lui faire gagner du temps. Et surtout, en dehors de cette fiche contact, de ce CV, vous l'appelez comme vous voulez, c'est intéressant aussi. L'agent immobilier, ce qu'il veut, lui, c'est aller vite. Aller vite, ne pas perdre de temps pour lui et ne pas faire perdre de temps aussi à son client, au vendeur. Donc, accompagné de ce CV, vous lui amenez aussi votre situation familiale, professionnelle, financière. Ça ne sert à rien de lui ramener tout un dossier complet, mais juste votre situation professionnelle, contrat de travail, 3 derniers bulletins de salaire. Et voilà, si vous voulez lui donner vos trois derniers relevés de compte, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire, mais c'est juste pour lui montrer que par rapport à la recherche que vous faites, vous êtes crédible. Le financement, vous allez l'avoir. Ok, je recherche un bien à 200, 300 000 euros, mais à côté, avec mon épouse, on gagne 3 000, 4 000, 5 000 euros. Donc lui, il va voir par rapport aux données, en croisant les données, il va voir, ok, ce mec, c'est cette personne-là, elle est finançable. Je ne vais pas m'embarquer avec lui dans la signature d'un compromis, au final qui ne va pas aboutir. J'aurais perdu 3 mois pour moi et j'aurais surtout fait perdre aussi à mon client, au vendeur, 3 mois supplémentaires. Et là, vous allez vous professionnaliser et les agents immobiliers, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ça aille vite. Et en plus de ça, vous allez vraiment marquer son esprit à l'agent immobilier. Il va vraiment se rappeler de vous. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais déposé des dossiers dans 30 ou 35 agences immobilières. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un travail à faire une fois. Bon, moi, en l'occurrence, c'était pour une location. Donc c'est différent. Mais pour un investissement immobilier, c'est exactement la même chose. Ce travail, vous le faites une fois et après, les agents immobiliers, ils ont vu votre professionnalisme, vous avez l'étiquette d'un investisseur. Vous pouvez très bien leur marquer voilà, une future rentabilité. Enfin, après, c'est à vous de voir le contact que vous allez avoir avec le ou les agents immobiliers. Mais au moins, après, ils vous auront identifié comme un investisseur qui recherche tel ou tel produit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme l'agent immobilier veut aller vite, dès qu'ils vont rentrer de nouveaux produits, ils vont vous appeler directement. Parce que ça, personne ne le fait. Et eux, ils préfèrent s'adresser à des personnes qui sont organisées, structurées, professionnelles qu'à une autre personne. Donc si vous n'avez pas réussi à choper la gardienne, la boulangère, la coiffeuse pour avoir des informations sur un bien qui ne serait pas encore disponible, les agences immobilières, voilà, allez les voir, professionnalisez-vous avec eux. Faites-leur un dossier et ensuite ce bien, ils vous appelleront directement. Et moi, au bout du 2e jour, j'ai eu un bien. Ce bien, les premières agences immobilières, par rapport aux critères que je voulais, on m'annonçait 1 500, 1 600 euros. Il y en a limite qui ont presque refusé d'entendre ce que je voulais ou de prendre mon CV. Ils m'ont clairement dit non, à ce tarif-là, votre bien, il existe, il n'y en a pas beaucoup, mais à ce prix-là, vous ne l'aurez jamais. Et je ne l'ai pas eu à 1 300 euros. L'appartement dont je vous parle, c'est l'appartement dans lequel je vis actuellement, et je ne l'ai pas eu à 1 300 euros, je paye 1 180 euros de loyer aujourd'hui, et j'ai eu une 3e chambre, j'ai eu la plus haute terrasse de l'hypercentre de Toulouse, donc j'ai vraiment réussi à avoir beaucoup plus de critères par rapport à ce que j'avais pu mettre sur le CV. Donc encore une fois, tout est possible, encore une fois, aux personnes mais qui ne vont pas lâcher, qui vont vraiment avoir la niaque de démarcher un maximum d'agences immobilières. Ce qui fera la différence, encore une fois, entre une personne qui va stagner et une personne qui va exploser, c'est la charge de travail que vous allez mettre à votre projet. Il n'y a pas de secret, ça ne demande pas d'intelligence, de connaissances intellectuelles poussées. Ça m'a demandé quoi? Ça m'a demandé de la volonté, ça m'a demandé ma paire de baskets, mes jambes, et de sillonner Toulouse 2 jours pendant. J'ai dû sillonner Toulouse pendant peut-être 16 heures pendant 2 jours à démarcher toutes les agences immobilières. Je ne suis jamais resté plus de 10 minutes, 5-10 minutes dans une agence immobilière. Bonjour, c'est Monsieur Tristan, je recherche ça. J'ai un dossier, est-ce que vous auriez ce produit? Vous ne l'avez pas? Ok. Si vous êtes amené à rentrer ce produit-là, sachez que je suis intéressé, que ça m'intéresse, que c'est urgent. Et voilà, et en 2 jours, on m'a appelé, je reprenais mon train pour la région parisienne, et dans le train, il y a un agent immobilier qui m'a appelé pour me dire il y a un appartement qui va se libérer, si ça vous intéresse. Donc je suis redescendu une 3e fois et cet appartement, c'était le bon. Donc voilà, c'est voilà. Juste une question, à prendre une question. Non, c'est juste pour compléter la professionnalisation de la prospection immobilière. Moi, ce qui me concerne, c'est pas que j'ai sympathisé avec mon banquier, mais en gros, il a su que j'étais un bon premier investissement. Du coup, je lui ai demandé
une sorte d'attestation pour quoi ils sont prêts à me suivre pour un second investissement. Du coup, ça, je le présente aux agents immobiliers. Ouais, c'est qui bien. les boostent, ils leur donnent la niaque de chercher vraiment. Alors, je suis d'accord, moi je vais même encore plus loin, c'est que quand il y a vraiment un bien qui m'intéresse, moi je donne un dossier que normalement, légalement, les agents immobiliers ne devraient pas avoir. Je leur donne un dossier bancaire. Je leur donne une copie de mon contrat de travail avec mon ancienneté. Comme ça, ils voient que je suis en CDI depuis combien de temps. Mes relevés bancaires, je donne 3 relevés de compte, alors que c'est totalement interdit. Je donne des bulletins de paye. Et je donne déjà un accord de préfinancement. Alors on dit que ça ne sert à rien, ça n'a pas de valeur, mais ça rassure. Et surtout, je mets toutes les attestations de propriété que j'ai déjà. Et là, l'agent, il sait que je ne suis pas une chochotte, quoi, une touriste. À chaque agence immobilière ou à... Non. Quand je suis vraiment, c'est un élément c'est même un argument de négociation. Parce que... en fait, moi, mon problème, c'est ma crédibilité. En tout cas, dans mon secteur, c'est très concurrentiel. Et dans ce milieu-là, il y a beaucoup de mecs. Et moi, quand j'arrive avec mon petit brushing, ils se disent peut-être elle a cru que c'était un stand de manucure, mais elle s'est trompée. Donc moi, je viens. Pardon ? Bon, bref. On va pas faire de commentaires. Mais pour le coup, je viens souvent avec mon entrepreneur. Parce que mon entrepreneur, lui, il est direct travaux. Limite, l'agent immobilier s'entend mieux avec l'entrepreneur qu'avec moi. Ça m'arrange, mais il voit qu'il y a du sérieux. Et si vraiment c'est un bien qui m'intéresse, je ne donne pas ça à tous les agents immobiliers. Mais vraiment, quand je sens qu'il y a vraiment une possibilité de faire une très belle affaire, c'est un bon emplacement, c'est exactement ce que je veux, le fait de donner ça, ça rassure. Et ça rassure pourquoi ? Et on s'en fout que j'ai un CDI, etc. L'agent, il est rassuré parce qu'il sait qu'avec moi, il peut avoir sa commission. L'agent immobilier, ce qu'il veut, c'est toucher ses sous. Donc il se dit, ah, celle-là, elle a déjà acheté. Donc potentiellement, ça veut dire qu'elle a le financement pour refaire encore une autre opération. Et donc avec elle, ça va être facile d'avoir une com. Voilà, donc je suis d'accord avec ce que tu fais. Moi, je vais juste un peu plus loin. Mais même c'est peut-être un peu trop loin, moi. Mais moi, c'est Paris, donc ici, c'est sauvage, c'est Koh-Lanta ici. Donc, c'est les appartements, c'est à la lance qu'il faut les... Voilà. Un agent, je sais pas, je pourrais nuancer, en fait, un agent immobilier, il va vouloir toucher justement sa com à fond. Un agent immobilier va vouloir toucher sa commission à fond, il va préférer, je pense, vendre à une famille plutôt qu'à un investisseur qui va négocier. En fait. Ça dépend. Alors, ça dépend. C'est ma question en fait justement. Quand tu te présentes et que tu me dis que tu dis à l'agent immobilier, moi je veux des trucs à problème, il sait que tu vas négocier. Donc il va peut-être vouloir d'abord présenter le bien à d'autres personnes qui sont susceptibles de ne pas négocier autant que toi. Lui, ce qu'il veut en fait, l'agent immobilier, pour résumer, l'agent immobilier, il veut sa commission le plus rapidement possible. Quitte à la faire baisser de 500 €, le plus important, plus les biens traînent, moins c'est bon pour l'agent immobilier. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur commission, quitte à la brader un peu, mais c'est de rentrer vite une commission pour après se remettre plus sur d'autres biens. Après, c'est intéressant ce que tu dis, Damien, parce que ça, c'est vraiment la vraie vie pour le coup. C'est-à-dire, quel est l'intérêt pour un agent immobilier de me présenter un bien alors qu'il sait que moi, je vais le négocier ? C'est ça, bon. c'est la vraie question. C'est la question. Bon, et ben moi, c'est donnant-donnant. Moi, comme j'ai des petits gènes marocains de négociation permanente, voilà, l'agent immobilier, il sait, quand je dis... En fait, je donne beaucoup avant de recevoir, dans le sens où, quand un agent immobilier, je cherche à nouer un réseau avec lui, je lui donne par exemple le contact de mon banquier. Mon banquier, c'est un banquier qui édite son offre en agence et qui l'édite en 24 heures quand le dossier est nickel. Je dis bien quand le dossier est nickel. Au bout de 3-4 biens, 3-4 investissements locatifs, ça devient compliqué. Mais voilà, et ça, c'est une force. Si tu es l'agent immobilier à qui j'ai donné ces contacts-là, du coup, pour lui, c'est top. Parce que quand il a des clients qui sont primo-accédants, qui font des visites, qui ne savent pas trop comment faire, etc., ce contact-là que je leur ai donné, ils s'en souviennent. Donc, pourquoi me le donner à moi plus qu'un autre ? Parce que je suis plutôt sympa, parce que j'ai donné des contacts, parce que j'ai donné des mandats. Parce que tiens, dès qu'il y a une gardienne qui me dit « Ah, il y a monsieur Michu qui va vendre son appartement à 3 millions au 3e étage de l'immeuble. D'accord, ok, est-ce qu'il a un agent ? Non. Je mets en contact
le propriétaire avec l'agent. Je touche aucune com et je dis surtout que je ne veux pas de com. En revanche, tu te souviens, hein, si jamais tu as bien un problème, tu m'appelles. Tu donnes. Parce que c'est sûr que, oui, alors, si vous avez bien un problème, vous m'appelez. Ça, c'est une sorte de scénario, ça. Mais dans la réalité, si jamais tu tombes sur quelqu'un qui a vraiment envie de bosser avec toi et qui voit que tu lui files des services concrets, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à te rendre l'appareil. Il y a des gens qui veulent investir dans les immeubles de rapport. Oui. Oh là là. Oui. Et parmi vous tous, est-ce que quelqu'un connaît Session PME? Alors ça, c'est un super bon plan. Je crois que la prochaine fois, le séminaire, tu le fais à 390 €. Alors, on va couper les caméras. Super belle info. On prend sa meilleure plume, son cahier, on prend des notes. Alors, Session PME. Session comme une session. C-E-2-S-I-O-N. PME comme PME. C'est un site internet qui est spécialisé dans les ventes d'immeubles, notamment dans les ventes d'immeubles qui appartiennent au parc HLM, dont les HLM veulent se débarrasser, ou à des entreprises qui ont été en difficulté. Donc, vous pouvez vous mettre en contact avec ce site. Moi, je l'ai déjà testé. Quand, à l'époque, dans mon CV, je ne vous ai pas dit, mais j'ai été chasseuse immobilier pour un marchand de biens à Paris. Et à un moment donné, je suis allée vers cette voie-là. Et en fait, on s'inscrit sur le site, on est rappelé par ce site. Vous expliquez votre motivation à vous inscrire sur ce site. Et ensuite, on peut vous mettre en contact avec des gens qui ne font que de la vente d'immeubles à prix décoté. Mais attention, il y a du monde. Là, pour le coup, sur votre liste, peut-être qu'il faut rajouter avocat en plus. Parce que là, pour le coup, c'est des gros dossiers. Et puis, il faut... mais à haut rendement. Voilà. Pour ceux qui veulent vraiment faire des immeubles, Kylian, peut-être si tu veux en acheter 3 de plus. Non. Non, pas de bon. Pardon? C'est partout en France. C'est un site unique. Mais il doit y avoir des bureaux commerciaux là-dessus. Moi, en tout cas, je suis passée par un agent qui m'a appelé. Voilà. Il y a un argumentaire en particulier, parce que là, on va tous se connecter. Ah bah oui. Non, mais il n'y a aucun problème. Non, mais... Ok, ça marche. Moi, si je vous le donne, c'est que je l'ai fait. Et la raison, c'est de dire, je suis investisseur immobilier, je souhaiterais investir. On va se connecter, moi, ça ne va pas dans la même ville, peut-être. Non, mais c'est pas... Pas dans la même région d'investissement aussi. Bah, après, je pense que tu choisis la région que tu veux, à mon avis. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi les pages jaunes qui existent encore, où il y a des personnes âgées qui font des petites annonces sur les biens. Et pages jaunes. Il y a des annonces sur les pages jaunes, des annonces immobilières. Et il y a aussi autre chose, et après je prends ta question, il y a aussi autre chose, est-ce que vous savez utiliser le cadastre? Cadastre. Alors ça, maintenant, là, la prochaine fois, tu les mets à 790 € les places. Hein. Le 28 septembre, on va changer le prix, là. Alors, le cadastre, c'est quoi? C'est par exemple, vous vous promenez dans une ville qui vous intéresse, par exemple, Rouen. Bon, allez, au revoir. Non, mais je vais donner un exemple, pardon, à Paris. Dans mon quartier, il y a un immeuble qui est totalement délabré au milieu de tous les immeubles haussmanniens. Il est totalement pourri. En fait, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le ravalement de façade. Vraiment, la façade est vraiment pourrie et l'immeuble a l'air inhabité. Donc, par l'adresse et en demandant aux impôts, au service des cadastres, on peut demander, alors, suivant les villes, ça peut être payant ou alors c'est payant à hauteur de 14 € ou alors gratuit, ça dépend. Mais on peut demander, et c'est légal, vous pouvez demander à partir de l'adresse d'obtenir le nom du propriétaire. Alors il y a sur le site 2 manières de faire. Oui, il y a plusieurs manières de faire. Propriété, ça c'est gratuit, il faut juste se déplacer au service du Oui. cadastre. Et la demande de renseignement se fait au service de publicité foncière du lieu dont dépend l'habitation. Mais ça dépend des villes. Ça dépend. Tu vois, par exemple, le service de cadastre, il peut être soit au service des impôts, soit... Voilà. Si on veut vraiment une demande de renseignement à 12 € plus... 2 € de timbre, ouais. Il faut aller au service de publicité foncière. Merci. À la mairie? Non, c'est les impôts.
Mais il y a un site qui s'appelle cadastre.impôt.gouv et vraiment pour... alors, ce n'est pas une technique à utiliser pour squeezer les agents immobiliers, parce que les agents immobiliers font un travail qui n'est pas forcément facile. Mais si vous voyez dans votre ville des biens qui sont dégradés, qui ont l'air inhabités, vous pouvez être force de proposition, rechercher par le biais du cadastre le nom du propriétaire, et là, vous êtes carrément ici, quoi. Vous êtes même là. Parce que peut-être que la personne, elle n'a même pas projeté devant son bien. Peut-être que c'est une personne qui a hérité de ce bien, qu'elle a laissé à l'abandon. Et au final, vous êtes la première personne à lui parler d'un achat. Et ça peut fonctionner. En tout cas, ça se tente. Donc voilà pour la prospection. Juste pour finir sur le petit cheminement d'une vente immobilière. Donc si vous n'arrivez pas à toper le bien avant qu'il soit mis en vente sur Internet ou par un agent immobilier, donc pensez au CV, pensez à aller démarcher un maximum d'agences immobilières. Et après, si ce n'est pas le cas, le bien tout simplement il va arriver en agence immobilière et il sera mis en vitrine. Voilà, tous les biens que vous pouvez voir en vitrine. Je n'ai pas envie de dire que c'est les invendus, mais en tout cas, ce n'est pas les bonnes affaires, ce n'est pas les bonnes opportunités. Vous trouverez, à moins que vous ayez de la chance par rapport au quartier, par rapport à la ville, je ne sais pas, par rapport à l'offre et à la demande aussi, mais vous trouverez rarement, même très très rarement, de très bonnes opportunités en vitrine dans les agences immobilières. Parce qu'un agent immobilier, quand il y a un vendeur qui rentre dans son agence, l'agent immobilier, il a tout sauf envie de faire des photos, de mettre une annonce, de mettre le bien en vitrine. Le premier réflexe qu'il va avoir, l'agent immobilier, ça va être tout simplement d'ouvrir son petit cahier en sous-marin. Tous ceux qui l'auront déjà prospecté, tous ces clients qui sont en recherche de biens, s'il trouve un client qui recherche un bien similaire, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va appeler le client qui recherchait ce bien avant même d'aller se déplacer, de faire une annonce, ceci, cela. Après, dans tous les cas, il va quand même se déplacer parce qu'il faut qu'il estime le bien, il faut qu'il voie comment de quelle manière il est constitué ce bien. Mais dans tous les cas, il va d'abord appeler ses clients ou les personnes qui l'ont sollicité justement pour un bien similaire. Et si ce n'est pas le cas, si vraiment il n'a personne, il va faire tout le travail ingrat qu'il n'a pas forcément envie de faire des photos, rédiger une annonce. Tout ça, ça va lui demander du temps. Et ce temps, s'il peut se l'allouer à autre chose, voilà, c'est ainsi. Et ensuite, il va placarder le bien en vitrine. Donc c'est pour ça, le but, c'est que vraiment vous vous rapprochiez le plus de la case départ pour faire vraiment de bonnes opportunités. Encore une fois, ce qu'on vous a dit juste avant, le moins 20, moins 30, moins 40 ou moins 50%, c'est du bon sens. Voilà, c'est vraiment, il faut gratter. Il faut aller gratter, il faut rechercher. Encore une fois, ça ne demande pas de connaissances intellectuelles, mais ça demande de la volonté et de la disponibilité. On peut aussi faire une parenthèse avec les chasseurs immobiliers. Oui. Les chasseurs immobiliers, il y a plusieurs catégories de chasseurs immobiliers. Il y a le chasseur immobilier qui va vous chasser de la rentabilité. Il y a des chasseurs immobiliers ici? Oui, voilà. D'accord. Donc il y a le chasseur immobilier qui va vous chasser de la rentabilité. Et il y a le chasseur immobilier, mais en fait qui est une entreprise de mise à disposition du bien un peu clé en main. C'est-à-dire que vraiment, de A à Z, on ne s'occupe de rien. Et grâce au chasseur immobilier, on récupère les clés une fois que tout est fait. Moi, je trouve que passer par un chasseur immobilier, c'est une bonne idée. Surtout si on n'a vraiment pas le temps de pouvoir prospecter par soi-même. Là, moi, ça va être mon cas parce que moi, c'est ce que j'ai fait pendant mes investissements. Je les ai fait en 18 mois. C'est très fatigant quand on a plusieurs activités professionnelles en parallèle. Et donc, passer par un chasseur immobilier qui fait bien son job, ça peut être plus qu'intéressant. Moi, mon critère personnel, pour Kylian, c'est le cas, pour toi, je pense peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il faut qu'il soit investisseur. Pour moi, un chasseur immobilier doit être investisseur, parce que sinon, il ne va pas comprendre le sens de ce que je vais rechercher. Et on peut avoir des surprises d'avoir des chasseurs immobiliers qui vont vous vendre de la rentabilité, mais en fait, c'est la rentabilité super brute, avec plein de choses qui ne sont pas prises en compte et qui sont plus des achats de primo-accédants. Donc moi, le chasseur immobilier, moi, je recommande. Notamment, moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir, notamment sur la question de l'investissement sur Paris.
pas forcément hyper rentable, mais pour un bien d'arbitrage, de se dire, voilà, moi je voudrais acheter un studio à Paris et dans 15 ans j'aimerais me le revendre et en tirer du cash pour le réinvestir par ailleurs, ça peut être une bonne stratégie. À Paris, c'est un marché très 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 tendu pour avoir un prix correct. Donc prix correct, c'est 10 000 € du mètre carré. Moi, je recommande vraiment de passer par un chasseur aujourd'hui. Parce qu'à Paris, c'est vraiment, je vous dis, c'est Koh-Lanta, j'exagère à peine. Hein. Non, mais les chasseurs immobiliers, c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus depuis 2-3 ans. C'est vrai qu'il y a des agences immobilières ou des réseaux qui poussent de plus en plus. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que tu me conseilles, oui ou non, de prendre un chasseur immobilier ? Moi, ma réponse, c'est plutôt, comme Amel, c'est plutôt oui. D'une part, parce que c'est vrai que la question, souvent, oui, je voudrais bien prendre un agent immobilier, mais c'est cher un chasseur immobilier. C'est vrai que c'est un certain coût, un chasseur immobilier, mais l'avantage, c'est que le financement, vous pourrez l'inclure dans le financement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être que d'un côté, ça va vous coûter 5 000 € par rapport au prix du bien, mais d'un autre côté, le chasseur immobilier, si je parle d'un bon chasseur immobilier, est normalement censé vous trouver un bien beaucoup moins cher que vous auriez pu trouver, vous, avec votre réseau. Le chasseur immobilier, lui, derrière tout ça, il a un réseau, il a du temps alloué à tout ça. Vous, ce temps, vous ne l'avez peut-être pas. Le réseau, vous ne l'avez peut-être pas. Et le chasseur immobilier, il va vous trouver des biens que vous n'êtes pas forcément capable de trouver. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un levier, le chasseur immobilier. Si d'un côté, vous le payez 5 000 € et encore, vous le faites financer sur 20-25 ans, donc ça va passer inaperçu. Mais si d'un autre côté, le bien qui vous trouve, il vous le trouve à moins 10, moins 15, moins 20, moins 30 000 € que ce que vous auriez pu trouver. Voilà, un chasseur immobilier, c'est très intéressant. Oui. Quelle est la différence de prix entre un chasseur immobilier et un agent immobilier? La différence de prix. Ils ont chacun leur prix, ils ont chacun leur... C'est le même prix plus ou moins avec l'agent immobilier ou c'est beaucoup plus cher? Ça va dépendre du prix du bien déjà. Hein. C'est pas la même com en fonction du prix du bien. Ah oui, ça diffère aussi. Et puis chaque chasseur, moi je connais un chasseur d'immeubles qui travaille exclusivement sur l'Île-de-France et qui prend 1% sur le prix du bien. Mais c'est 1% sur 1 million, quoi, tu vois. Ça va dépendre. Il y a des chasseurs, il n'y a pas de règle, il y en a qui vont prendre des forfaits. Hein. Il y en a qui vont se dire, si ton achat est entre 0 entre guillemets, et 200 000, je vais te prendre un forfait de 10 000. Si jamais c'est au-dessus, je te prends un forfait de... Et il y en a qui vont te prendre un pourcentage du prix du bien. Moi, je pense que le mieux, c'est de vraiment faire fonctionner le bouche à oreille et surtout de prendre un chasseur qui est investisseur lui-même. Oui. De toute façon, on vous enverra, en plus du petit carnet, on vous enverra certains liens. Oui, il y a des liens. Des liens de chasseurs immobiliers. Toi, Kylian, c'est pour ces 2 heures. C'est 2 heures, oui, c'est 2 heures. Enfin, il y en a plusieurs, je ne sais pas, ces 2 heures, ils prennent quoi comme commission? C'est une commission sur le bien, donc un pourcentage, et plus un pourcentage sur la renta. Pendant un an, c'est ça, non? Non, c'est un pourcentage sur la renta. Donc forcément, plus la renta est élevée, plus la com du chasseur est importante. Mais ça pousse à chercher des biens les plus rentables possibles. D'accord. C'est une durée de combien de temps? C'est-à-dire une durée de quoi? La renta que le chasseur va... Enfin, la commission qu'il va percevoir, c'est une durée de combien de temps? Tout dépend après le bien aussi. Mais c'est pas sur combien de temps, c'est vraiment à l'achat où que là on détermine le prix ensemble et le prix de toute façon est marqué sur le mandat. Okay. Et il y a beaucoup de débutants qui se disent oui, mais moi je préfère chercher par moi-même et pas passer par un chasseur IMO, et qui au fait au final, s'ils étaient passés par des chasseurs IMO, auraient déjà un parc immobilier. Donc faut étudier, il ne faut pas se fermer aux chasseurs immobiliers. Mais faites en sorte de trouver un bon chasseur immobilier. Ouais, c'est ça le gros problème. Moi, je suis bon, moi. Mais de toute façon, vous déboursez rien tant qu'il n'y a pas l'acte d'achat. Voilà, donc c'est comme les courtiers, donc il faut tester. Si jamais tu veux un immeuble de rapport rentable et qu'on te présente des maisons pour des... Voilà. Il y en a qui font aussi que du mandat exclusif. Ouais. Du coup, on ne peut pas, a priori, en prendre plusieurs en même temps.
Il y en a, c'est pas tout. Il faut choisir, hein, c'est... Choisir par rapport au conditions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions sur la prospection? Sur la recherche de biens? On va enchaîner directement avec la négociation. Après, il y aura une pause. Et après, on finira avec la fiscalité. Mais là, pour la partie prospection, on va juste prendre quelques questions. Oui. Sur la partie prospection, je voulais savoir si le notaire faisait partie des gens Oui. à connaître qui étaient vraiment importants à... Alors, si tu vas aller en parler après ou... Alors, j'allais en parler après, mais je vais en parler maintenant. Non, mais je vais en parler maintenant parce que ça fait partie aussi de la prospection. En fait, il y a des notaires qui font de la transaction immobilière. C'est-à-dire qui ont la possibilité d'avoir des mandats, qui peuvent faire des ventes aux enchères. Bon, c'est encore un autre sujet et je déconseille à des débutants de faire des ventes aux enchères. On pourrait faire parler de la vente aux enchères pendant 1 heure, mais c'est pas... faut se former. C'est vraiment très particulier. Et il y a des notaires qui, effectivement, peuvent, si tu connais déjà un notaire qui fait de la transaction immobilière, qui peuvent te faire des visites et te passer de bonnes affaires. J'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas très longtemps une notaire en transaction immobilière. Là, il y a une personne qui se sentira concernée dans cette pièce, avec qui j'ai fait la visite. Voilà. Et donc, il y en a très très peu sur Paris. Il y en a un peu plus en région parisienne et en province. Et c'est pareil, la difficulté, c'est que ces notaires-là, il faut qu'ils aient un intérêt à ce qu'ils fassent la transaction, à ce qu'ils te présentent un bien à toi, parce que normalement, ils se le passent plutôt entre confrères, quoi, entre notaires. Ah ben oui. Donc c'est toujours d'essayer d'avoir un bon... au réseau, tout le temps, entretenir son relationnel. Et sur la prospection immobilière, avant de passer à la négo, et je vais répondre à ta question Inès, quand tu me l'auras posée, c'est que pour le coup, que ça soit la prospection ou la négociation, il n'y a pas de mystère. Vous allez vous faire vos propres recettes, appliquer ce qu'on s'est dit aujourd'hui et même faire encore mieux que ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Pour ça, il n'y a qu'une seule méthode, faire un maximum de visites. C'est faire un maximum de visites, vous confronter à des professionnels de l'IMO, vous confronter à des particuliers, parler avec eux. Vous allez avoir beaucoup de déceptions parce qu'il y a des biens qui vont vous intéresser, qui vont vous passer sous le nez. Mais du coup, il y a des biens que vous allez réussir à avoir parce que vous aurez eu de l'expérience. Là, on va enchaîner, c'est une bonne transition du coup pour la négociation. Mais il n'y a pas d'autre méthode que de sortir de chez soi et de faire des visites. Si vous ne voulez pas en faire, il faut passer par un chasseur IMO qui vous fait tout. Voilà. Mais après, si c'est vraiment pas possible par rapport à vos horaires, parce que souvent on travaille du lundi au vendredi, la journée, c'est là où les agences immobilières sont ouvertes ou les organismes bancaires. Concernant les agences immobilières, rien ne vous empêche. En fait, le but, c'est de vous structurer, d'être organisé, de vous structurer. Ça, c'est très très important. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, faites autrement. Vous topez, vous allez sur les pages jaunes, vous topez toutes les agences immobilières du quartier ou de la ville que vous avez repérées. Il y a leur mail, vous leur envoyez un mail avec votre dossier complet et vaut mieux faire ça que ne rien faire. Et derrière ça, vous les appelez, vous vous présentez. Voilà, au lieu d'avoir un entretien, d'avoir eu un premier entretien physique, vous avez un premier entretien téléphonique, mais c'est mieux que rien. Oui, je voulais juste ajouter une chose par rapport au notaire quand on parlait du réseau. C'était pas une question même, mais c'était pour ajouter quelque chose que vous connaissez certainement très bien, c'est que le notaire qui est chargé des successions, très souvent peut donner aussi des bons plans d'achat. Parce que quand il y a des successions, souvent il y a des biens immobiliers qui peuvent être à vendre. Il faut être un petit peu patient parce que quand il y a une succession à liquider, ça prend un peu de temps, mais il y a un moyen, parce que très souvent les héritiers sont pressés de vendre et c'est aussi le meilleur moyen de négocier. Oui, je confirme, j'ai fait une acquisition comme ça, mais c'est des ventes qui peuvent être très compliquées. Moi, j'ai eu une succession avec la moitié en Guatemala ou Honduras, où chaque papier, le moindre mot mal traduit fait que tout ce que tu signes n'est pas valable. C'était super long. Il faut être très patient. Voilà. Et puis, c'est des biens qui se passent un peu sous le manteau, donc il faut être... Moi, c'est grâce à une copine agent immobilière qui m'a dit, et j'ai acheté le bien par mail. J'ai fait une proposition
d'offres sans voir le bien à 10h du matin pour le visiter qu'à 18h. Des trucs de James Bond, quoi. C'est n'importe quoi. N'achetez jamais un bien sans faire de visite. Hein. Voilà. Des questions sur la prospection avant qu'on passe à la négociation? On va passer à la négociation. Ah, il y a une question. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé des biens qu'on peut avoir des entreprises. Oui. Vous avez parlé de... Session PME. Session PME. Est-ce que vous en connaissez d'autres pour les... Alors... Parce que là, on parle beaucoup d'immobilier habitation, mais qu'en est-il des commerces, des... Alors, session PME. Session PME. Il y a aussi, tu as des locaux commerciaux, tu as des commerces, tu as des choses comme ça. Et sinon, mais là, si je le dis, là, le prochain séminaire du 28 septembre, il va être à 1 597 €, tu vois. Ça gratte, là, ça gratte. Tu vois, là, il y a un moment donné... Mais bon, je vais te le dire, mais, parce que quand j'étais avocate, j'ai fait beaucoup de tribunal de commerce. Et il faut savoir qu'il y a des bons plans. Mais alors là, encore une fois, c'est beaucoup de réseaux. Mais c'est les liquidateurs judiciaires. Les liquidateurs judiciaires, tu repères les liquidateurs judiciaires de ta ville et tu les contactes. Et là, c'est la grande loterie. Parce que les liquidateurs judiciaires ont cette caractéristique d'avoir un secrétariat qui sont généralement aussi aimables qu'une porte de prison. Voilà. Parce que le métier du liquidateur judiciaire, c'est de régler les problèmes d'une entreprise et de rappeler des prestataires qui n'ont pas payé, etc. Donc c'est des gens qui ont un métier pas forcément facile et qui du coup, bonjour, je suis investisseuse, est-ce que vous avez des biens, etc. Elle a d'autres chats à fouetter, il y a une cessation de paiement qui arrive, etc. Il faut déjà payer les salariés qui ont une créance privilégiée. Voilà, il y a des délais, ils sont tenus par des calendriers, donc pas un stress. Et donc il faut arriver à s'incruster dans ce réseau-là. Là c'est carrément des réseaux un peu de marchands de biens, là, hein, ce qu'on se dit. Hein. Donc, si vous pouvez nous offrir un Ritz à la suite de cette journée qui vous a coûté 39 €. Voilà. Voilà. Les liquidateurs judiciaires, c'est que pour les entreprises? Oui. C'est pas pour les habitations? Non. Et les personnes qui sont très endettées, justement, aussi, je pense qu'il y a... Oui, tout à fait. Oui, il y a aussi des liquidateurs qui peuvent s'occuper effectivement du patrimoine des chefs d'entreprise qui ont fait des fautes de gestion, etc., qui ont pu avoir des condamnations et qui du coup voient leur patrimoine se vendre par la même occasion. D'autres questions? Vous pensez quoi du patrimoine de l'État? Juste prendre le micro. En fait, on entend régulièrement le patrimoine de l'État en fait, qui est en vente. Vous en pensez quoi? Je ne connais pas ce secteur-là. Je te dis déjà a priori c'est quoi le prix. Et en plus de ça, patrimoine de l'État, comment tu y accèdes? Parce que oui, mais c'est quoi le prix? Est-ce qu'il n'y a pas des procédures d'appel d'offres? Est-ce qu'il n'y a pas des normes ABF? Tu vois, moi, tu me dis patrimoine de l'État. Est-ce que je vais pouvoir faire normes? Oui, normes ABF, donc architecte bâtiment de France. Voilà. Donc, si jamais tu as quelque chose avec des moulures, est-ce que tu peux faire de la surélévation? Et même indépendamment de ça, tu vois, instinctivement, quand tu me dis patrimoine de l'État, est-ce que je vais avoir des contreparties de rénovation? Est-ce que je vais avoir des contreparties d'entretien? Est-ce que je vais avoir de la taxation? Bref, ça demande beaucoup d'infos. Mais c'est bien, c'est une bonne idée, c'est à creuser. Oui? On prend la dernière question et après on va enchaîner avec la négo. Sur la négo. J'ai aussi entendu parler, mais par rapport aux enchères. Ah oui, oui. Est-ce que aussi vous avez eu, je ne sais pas, avec l'expérience, vous avez eu le cas d'avoir... Alors j'en ai fait qu'une seule. Les enchères, d'une part, il faut vraiment se former. C'est une pièce de théâtre à apprendre, les enchères. Moi, j'en ai fait 2 ou 3, mais juste à blanc, pour que j'ai jamais acheté aux enchères. C'est vraiment une pièce de théâtre, il faut vraiment se former. Et il faut savoir que les enchères, un tiers des gens achètent au-dessus du prix du marché, un tiers achètent au prix et un tiers achètent en dessous, font des bonnes opportunités. Parce que par manque de connaissances, il y a d'autres choses aussi, il y a la psychologie qui rentre beaucoup en jeu dans les enchères, c'est l'émotionnel.
Il faut être capable de gérer son émotionnel. Tout le monde n'est pas forcément capable de le gérer. Ça s'apprend. Mais là, il faut vraiment apprendre à se connaître, apprendre à connaître son émotionnel. Les enchères, tout simplement, c'est que vous avez un prix, vous estimez le bien que vous avez visité, c'est 100 000 euros. 100 000 euros, c'est 100 000 euros. C'est pas 100 500 euros, c'est 100 000 euros. Sauf que la plupart des personnes, elles se laissent embarquer et au final, elles achètent le bien soit au prix du marché, soit au-dessus du marché. Donc les enchères, ça marche très très bien. Encore une fois, condition d'être formé, il n'y a pas de secret. Alors, juste un truc, c'est que sur les enchères, oui, il faut être formé. Et là, vraiment, être bien formé. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs catégories de vente aux enchères. Mais moi, je l'ai fait une fois en tant qu'avocate, une fois en tant que particulier. Voilà. Tu as ce qu'on appelle la vente à la bougie. Donc, premier feu, deuxième feu, troisième feu. Donc, ça crée... c'est vraiment une ambiance particulière. Il faut vraiment y aller déjà dans le public avant de se dire est-ce que je veux faire de la vente aux enchères. C'est vraiment très particulier. Alors justement, Flore. Et parfois tu as 10 minutes, ça dépend. Flore, tu as en fait un site dédié où tu as une date de visite et une heure de visite. Et tu as un cahier des charges qui est à part, qui est chez un notaire. Sauf que déjà le bien, alors moi je parle de ce que je connais, Paris. Alors le bien, alors c'est pas, là c'est les problèmes. Moi j'achète là, vente aux enchères, ils sont là les problèmes. Squattés, délabrés, etc. Donc prix très intéressant. Mais en revanche, le cahier des charges, qui est un gros pavé, doit être absolument consulté, à mon avis, pour faire un achat sécurisé. Et les horaires des visites, franchement, à moins d'être chômeur ou retraité, si on est salarié, il faut poser un RTT parce que c'est tout le temps 14h, 10h. Enfin voilà, moi je parle de la vraie vie, c'est une vraie difficulté déjà d'aller visiter le bien parce que c'est des horaires qui ne sont pas faciles, c'est en pleine semaine, ce n'est pas le week-end. Les ventes aux enchères elles-mêmes, c'est en pleine semaine, ce n'est pas le week-end. Tu n'as pas de conditions suspensives de prêt. Donc voilà, on peut faire de très bonnes affaires. Il y a aussi une manière de se placer dans la salle. Parce que si on fait une vente aux enchères en se mettant tout devant, alors je me mets tout devant, donc je fais des enchères, donc je lève la main, mais derrière, je ne sais pas qui enchérit. Il y a des stratégies. Parce qu'il y en a des petits malins qui vont lever la main au moment pratiquement du troisième feu. Voilà, donc les meilleurs négociateurs se mettent tout au fond de la salle. Sauf qu'à un moment donné, tout au fond de la salle, vous avez tous les marchands de biens qui sont collés les uns aux autres. Enfin voilà, il y a des trucs qui se connaissent tous. Ils se refilent des dossiers entre eux. Et voilà, c'est un truc vraiment très particulier. Donc, encore une fois, c'est pas impossible, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut faire d'excellentes bonnes affaires à condition de se former, d'intégrer ce réseau et d'être passionné. Tout simplement, encore une fois, les ventes aux enchères, c'est la passion. Les gens qui viennent aux ventes aux enchères, c'est qu'ils sont passionnés par ce type-là, parce qu'ils aiment un peu le risque, ça les passionne. Ils ont besoin justement de ce stress, de tout ça. Et voilà, à une personne lambda qui n'est pas forcément intéressée par les ventes aux enchères, je ne te conseille pas du tout d'aller dans ce milieu-là. Avant d'arriver aux enchères, quels sont les biens qui arrivent aux enchères? Est-ce que ce sont des saisies? Est-ce que ce sont des biens d'État? Est-ce que ce sont c'est quoi la procédure avant d'arriver aux enchères? Ça peut être une personne tout simplement qui veut vendre aux enchères. Toi, demain, tu as un bien à vendre, tu peux demander à ce qu'il soit vendu aux enchères. Aux enchères, tu vas trouver aussi des biens que tu ne trouveras pas dans des agences immobilières. Si tu veux acheter une forêt, si tu veux acheter un lac, si tu veux... Enfin, il y a des biens, en fait, les ventes aux enchères, il y a des biens que tu ne trouveras pas en agence. Est-ce que, par exemple, les banques ont des listes de saisies immobilières destinées aux enchères? Non, mais si jamais tu ne payes pas ton crédit, ah bah oui, ton bien il peut être saisi à un moment donné, bien sûr. Donc, les banques, ils ont une espèce de liste de biens saisis en attendant la prochaine enchère sur lesquelles est-ce qu'on a accès à ces listes? Non, pas du tout, parce qu'ils passent par leur notaire dédié. Chaque banque a un notaire dédié et ils ne font pas de la commercialisation parce qu'ils n'ont pas l'habilitation pour pouvoir le faire. Pour faire de la transaction immobilière, il faut une carte T. Pour être chasseur immobilier, il faut avoir une carte blanche ou avoir directement la carte T. C'est pas le métier de la banque de fournir des biens à vendre. Non. Et t'inquiète pas que j'ai déjà demandé. Hein. Et non. Non, ils font pas. Oui, mais c'est confidentiel. Hein. C'est des dossiers qui sont liés à la banque. Donc,
Je ne vois pas pour quelle raison il te donnerait le listing. Si le notaire lui-même ne fait pas de la transaction immobilière, il ne te donnera pas le listing. On va enchaîner sur la négo. Avant de passer à la pause et à la fiscalité, je vois qu'il y a notre cher et ami maître Dimitri Boujard qui vient d'arriver. Donc on va enchaîner sur la négociation. Donc voilà, ce qu'il faut savoir avant d'entamer une future négociation immobilière, les questions à poser pour prendre à contre-pied le vendeur. La négociation, c'est comme en fait, moi ce que j'aime bien dire dans l'investissement immobilier, c'est qu'il y a deux pièces de théâtre à maîtriser, deux pièces de théâtre qu'il faut maîtriser, qui sont gratuites. La première, c'est celle avec le banquier. Moi, je me rappelle de mon premier rendez-vous quand j'ai voulu acheter ma résidence principale, c'était en 2006. Ça remonte maintenant. La première fois que j'ai été voir mon banquier pour lui exposer mon projet, j'étais satellisé, quoi. J'ai rien compris, pourtant il n'a pas forcément employé un langage très compliqué, mais il y avait plein de nouveautés, plein de mots que je comprenais pas, des expressions. Et en fait, les deux pièces de théâtre à maîtriser, la première, c'est celle avec le banquier. Même si aujourd'hui, vous n'allez pas forcément investir là maintenant à l'instant T, parce que votre situation personnelle, familiale, professionnelle ou financière fait que pour l'instant, c'est pas possible. Continuez de vous former, n'hésitez pas à aller démarcher des agences immobilières juste pour faire le point avec eux, ça ne sert à rien d'en faire 40, mais voilà 2-3 pour voir comment ça se passe, voir un peu sur quel point votre dossier pêche aujourd'hui, juste pour apprendre justement ce que j'appelle cette épigénétique, ce dialogue avec le banquier, ce dialogue avec le courtier, pour voir un peu ce qu'il va falloir faire, comment vous préparer le jour J où vous serez prêt. Et la deuxième pièce de théâtre à maîtriser et qui est aussi gratuite, un rendez-vous avec un banquier c'est gratuit et un rendez-vous avec un agent immobilier c'est gratuit. Peut-être qu'aujourd'hui, encore une fois, vous ne pouvez peut-être pas investir, mais qu'est-ce qui vous empêche de faire des visites? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir un agent immobilier? Si vous avez identifié vous voulez, je sais pas, faire comme moi, acheter un studio, vous allez dans l'agence immobilière la plus proche de votre quartier pour ne pas perdre de temps, vous repérez un studio, vous demandez à le visiter, vous vous faites passer pour un futur acquéreur, vous voyez un peu comment va se passer la visite, vous apprenez un peu à négocier, vous négociez ceci, cela, et comme ça le jour J où vous le ferez entre guillemets pour de vrai, vous vous serez formé. Et un rendez-vous avec une agence immobilière, encore une fois, c'est gratuit, donc profitez-en. Comme je le dis souvent, il y a des pays, notamment la Suisse, il y a certaines villes en Suisse, c'est payant. Pour visiter un bien, l'agent immobilier va vous faire payant parce que tellement qu'il y a plus d'offres, tellement qu'il y a plus de demandes que d'offres, il y a des agences immobilières en Suisse qui font payer les rendez-vous. Aujourd'hui, on est en France, c'est gratuit, donc profitez justement de cette formation, de cette pièce de théâtre à apprendre pour savoir comment négocier par rapport à tout ce qu'on va vous dire avec Amel. N'hésitez pas à mettre ça en pratique, même si à un instant T, aujourd'hui, vous n'allez pas forcément investir. Demain, prenez un rendez-vous et mettez en pratique tout ça, justement pour aussi maîtriser votre émotionnel, savoir les questions à poser. Mais les questions, ce n'est pas le tout de les poser, il faut les poser aussi au bon moment. Voilà, le but de tout ce qu'on va pouvoir vous dire avec Amel, c'est d'appuyer sur les bons boutons au bon moment. Voilà, il ne faut pas arriver à une visite avec votre listing, toutes les questions à poser. Et là, vous avez votre listing. Cette question, ok, je l'ai posée. J'ai une autre question. Non, ce n'est pas comme ça. Toutes les questions qu'on va vous dire, elles sont à poser lors d'un échange, lors d'un discours, pour que ce soit vraiment de manière à ce que vous appuyez sur les boutons qui vont tout simplement faire baisser le prix. Donc la négociation immobilière, donc déjà, la première chose, c'est avoir confiance en vous. Aujourd'hui, l'être humain, un peu moins aujourd'hui, parce que ça se voyait surtout il y a quelques années de ça, on négociait pas. Surtout en France, la négociation, c'est un peu compliqué. C'est pas comme au bled avec Amel, où la négociation, ils ont ça dans le sang, quoi. Faut négocier. Ils ont ça dans le sang. En France, on est un peu coincé par rapport à tout ça. Alors, quand je vous dis que ça se démocratise maintenant, parce que, comme je le dis souvent, on devient ce que l'on entend, on devient ce que l'on lit, on devient ce que l'on écoute. Et il y a de plus en plus d'émissions télé avec Stéphane Plaza, Déco, Damido et compagnie, même si on ne la voit plus. Mais il y a de plus en plus d'émissions sur l'immobilier, la télévision. Et il n'y a pas une seule vente qui se fait sans négocier. Ça devient automatique la négociation. Donc maintenant, demandez et le fait de poser cette question en quelques secondes, quelques minutes, vous allez peut-être baisser le prix de 1 000 €, 2 000 €, 5 000 €, 10 000 € selon le bien que vous aurez prospecté. Donc posez cette question. Après, on va le voir.
juste fini. Après, on va le voir, c'est toujours posé, ou c'est peut-être marqué là, je ne sais plus, on va toujours poser cette question avec une raison. Il faut toujours que derrière cette question, il y ait une raison valable. Si vous allez voir l'agent immobilier ou que vous avez le vendeur en direct, que vous lui disiez, voilà, moi je veux baisser de 5 000 €, mais que vous n'avez aucune raison, le vendeur, il va pas forcément l'entendre. Ok, 5 000 €, mais pourquoi ? Que si vous posez cette même question en lui disant, voilà, en lui rapportant un papier de la banque, moi la banque, elle me finance à hauteur de 96 240 €, et là le bien je le voudrais à 90 000 €, parce que à ce prix-là, et non pas à 100 000 €, parce que 100 000 €, je pourrais pas. J'aurais pas le financement. Ou je suis un investisseur, je suis sur 2 biens. Le premier bien, j'ai déjà déboursé telle enveloppe, la deuxième enveloppe, ça passera peut-être pas, mais au moins derrière la négociation, il y aura une raison. Et du coup, le vendeur, l'agent immobilier, il va écouter votre demande. Il va écouter et après, adviendra ce qui adviendra, mais en tout cas, il ne va pas mettre votre demande à la poubelle. Tu voulais dire quelque chose, non ? Non, c'était Damien. Ouais, c'était moi. J'aurais assisté sur le fait, je fais des photos, c'est mes clients, les agents immobiliers, je fais des photographies immobilières depuis 9 ans. Et les gens signent la plupart du temps les mandats. En tout cas, j'entends le discours entre le propriétaire et l'agent immobilier. Et il y a toujours le prix fixé, le prix annoncé et le prix de la négociation. Donc ça, il faut savoir en fait qu'il y a toujours une négociation de prévue à 99% dans toutes les ventes des agences immobilières. Et les vendeurs, ils en ont pris conscience avec toutes les émissions télé maintenant. Donc les vendeurs, ils n'hésitent pas maintenant à hausser le prix de 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 €. Encore une fois, selon le prix du bien. Mais à chaque fois, c'est vendu toujours avec une petite hausse. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir en face d'eux des personnes qui vont vouloir négocier, parce que ça rentre vraiment de plus en plus dans les mœurs maintenant en France, avec toutes les émissions sur l'immobilier qu'on peut voir à la télévision. Donc négocier maintenant, ça devient obligatoire. Ça l'a toujours été, mais maintenant, voilà, maintenant, faut le faire maintenant. Donc négocier une visite ou le prix d'un bien suppose avoir suffisamment confiance en soi pour oser poser des questions et faire sa demande. Et plus on négocie, c'est comme toute chose, plus on négocie, mieux on négocie, et plus ça devient naturel. Vous allez négocier, le but de négocier, c'est négocier à travers un échange, à travers un discours, poser des questions à travers un échange, un discours. Vous rentrez dans une pièce, vous regardez la pièce, hop, vous voyez en quelques secondes, vous voyez ça c'est dans votre tête, ça et ça c'est pas bien, hop, je vais pouvoir appuyer sur tel ou tel bouton, là il y a ça à refaire, tac, 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 et vous posez, et hop, et ça doit devenir un automatisme, ça doit être vraiment machinal dans votre discussion avec l'agent immobilier et ou le vendeur. Qui a peur de négocier ? Ouais. C'est pas toujours évident de négocier, hein. Non, donc pour tous les autres, il n'y a aucun souci pour demander 10 000 € de moins sur un prix. Il faut avoir des arguments. Moi j'ai déjà perdu un bien parce que j'aime trop négocier. D'accord, donc en fait on a peur de négocier parce qu'on a peur de perdre le bien. Oui, ça fait perdre le bien. J'ai regretté. Avoir une bonne raison de négocier, comme je vous l'ai dit, être capable d'expliquer pourquoi on souhaite négocier, les raisons qu'on peut évoquer, une capacité d'emprunt fixée par la banque. Juste un peu de silence, s'il vous plaît. Plusieurs projets en cours, recherche de rentabilité, de plus-value, de cash flow. Voilà, faut faire attention. Et attention à toujours se fixer un prix maximum à ne pas dépasser. Voilà, la négociation, c'est vraiment souvent une partie de ping-pong, hein. Le bien il est à 120 000, vous le voulez à 100 000 €, donc il ne faudra pas faire une négociation à 100 000 €, mais bien à 80 000 €, parce que le vendeur va sûrement rehausser son prix pour justement cette partie de ping-pong arriver au point, au chiffre que vous vous êtes fixé. Est-ce que je peux rajouter un truc ? Ouais. Que j'ai pas vu. Ce qui est important aussi, c'est de dresser une liste de tous les défauts en fait du bien, comme ça va être peut-être à changer ou une chaudière à remplacer. On va y venir à ça. On va y venir. En fait, voilà, quand vous allez visiter un bien, il faut vraiment que vous photographiez ce bien. Et encore une fois, c'est très important de laisser son émotionnel de côté. Parce qu'avant d'aller visiter le bien, vous aurez démarché peut-être un agent immobilier, vous lui aurez dit voilà, je veux ça, 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 ça et ça comme critère. Et là, vous tombez sur un champion, sur le champion des champions. Il vous propose, il vous met sur un tapis rouge le bien, exactement le bien que vous vouliez. Et là, il ne s'agit pas de faire waouh, c'est exactement ça que je veux, merci, c'est super, c'est génial. Non, là c'est mort.
c'est mort. Là après, si vous allez le revoir, finalement, le bien il m'intéresse. Bon, c'est l'agent immobilier, oui, je sais qu'il t'intéresse. Et je voudrais 10 000 euros. Et je voudrais un rabais de 10 000 euros pour X ou Y raison. L'agent immobilier va te regarder, il me fait oui, bien sûr, bien sûr. Par contre, si vous photographiez ce bien et que ce bien c'est exactement le bien que vous voulez, c'est à vous de chercher avec votre créativité tous les défauts qu'il pourrait y avoir dans le bien. Même s'il n'y en a pas, il faut les chercher. Et les défauts qu'il peut y avoir, ce n'est pas uniquement les défauts sur un bien. Il y a le bien et l'environnement du bien. Ça peut être des défauts parce qu'il n'y a pas de transport. Ok, le bien, il est super bien, mais il n'y a pas de transport, il n'y a pas de gardienne. Peut-être qu'il y en a qui veulent un gardien ou il y a un gardien. Enfin, les deux, après, vous mixez ça comme vous voulez. Il y a un ascenseur ou il n'y a pas d'ascenseur. Il y a un parking où il n'y a pas de parking. Il y a une cave où il n'y a pas de cave. Il n'y a pas de commerce, pas de transport, pas d'école. L'environnement joue énormément. Moi, vous achetez juste un bien qui se trouve. Non, si vous achetez ça, si vous achetez un appartement donc dans un immeuble, il y a l'appartement dans lequel vous achetez l'appartement, mais il y a tout ce qui végète entre guillemets autour de cet appartement. C'est-à-dire aussi, voilà, l'appartement il peut être nickel, comme moi ça m'est arrivé avec 2 investissements, l'appartement était nickel, mais par contre tous les à côté, cave, parking, certains étages des parties communes étaient délabrés. Je ne l'avais pas forcément vu, je me suis fait par manque d'expérience. Et tout ça, ça peut jouer. Le bien, ok, il est super, il est génial. Par contre, l'environnement, ça ne me va pas, quoi. Si vraiment vous trouvez aucun défaut au bien, cherchez les défauts ailleurs, dans l'environnement du bien, pour toujours juste vous entrouvrir une porte de négociation. Si vous flattez l'environnement, si vous flattez le bien, bon courage pour négocier après. Et faire attention avec qui on va en visite. Parce que typiquement, si je viens en visite avec ma mère, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà foutu d'avance. Parce que j'ai beau la briefer en disant, tu regardes le truc, tu dis rien. Soyons brefs. À chaque coup, ça ne fonctionne pas parce que ah mais c'est super beau, on voit le retour par l'as de la fenêtre. Ah mais d'accord, c'est bon. Déjà la négo elle est cuite dès le départ, donc faire vraiment attention avec qui vous faites vos visites, parce que vous pouvez être amené de par votre vie personnelle à le faire avec certaines personnes. Donc si ce sont des personnes juste un peu de silence s'il vous plaît. Voilà, si ce sont des personnes très expressives, je ne vous recommande pas. Et moi en fait l'émotionnel, juste je vous demande un peu d'attention s'il vous plaît. Et l'émotionnel, moi comment je l'ai travaillé en fait. L'émotionnel, moi au début je ne savais pas ce que ça voulait dire. En fait j'ai travaillé indirectement justement par l'expérience d'une acquisition. C'est mon 14e appartement que j'avais acheté que j'ai à Fontenay-le-Fleury dans les Yvelines. Et en fait, ce bien, donc c'était un bien à problème et j'arrivais pas à le visiter, j'arrivais pas à signer le compromis que je voulais signer. À chaque fois, c'était repoussé. J'harcelais régulièrement l'agent immobilier pour vraiment être le premier parce que le prix en valait le coup. Et ça a traîné pendant plus de 6 mois. Et un jour, il m'appelle, je suis au bord de la piscine chez mes parents à Perpignan en vacances. Pendant ma semaine de vacances, un mercredi en plein milieu de mes vacances. Et là, l'agent immobilier, il m'appelle, il me fait c'est bon, l'appartement est libéré, les problèmes sont finis, on va pouvoir faire des visites. Je fais super, moi je rentre de vacances la semaine prochaine, on se planifie un rendez-vous le lundi et moi je suis là. Il me fait non, les visites on les a ouvertes demain. Je fais comment ça demain? Ça fait 6 mois que je vous harcèle justement pour l'avoir ce bien. Quand même, je le voudrais, quoi. Vous avez mon dossier, vous avez toutes les pièces justificatives de ma situation. Il me fait ouais, mais on sait bien, monsieur Tristan, mais il y aura plusieurs personnes sur la visite. Et là, je prends un gros coup derrière la tête. Et là, première décision, premier dilemme, ça a été je fais quoi? Est-ce que je reste en vacances ou est-ce que je fais un aller-retour dans la journée Perpignan-Paris pour aller visiter un bien que je vais peut-être au final pas avoir? Et bon, j'ai pris la décision, comme je suis quelqu'un, moi je voulais pas avoir de regrets. Je fais tant pis, je ne vais pas avoir de regrets, je vais quand même y aller. Et là, j'arrive, donc la visite le lendemain, on était 4 lors de la visite. Et pendant le train, pendant le voyage, pendant Perpignan-Paris, je me suis cassé la tête. Je me suis dit, il faut que je retourne, hein, ça me fait chier remonter à Paris pendant mes vacances. C'était l'été en plus, en plein soleil. Et je me suis dit, il faut que je redescende à Perpignan avec ce bien. Et les autres, faut que je les nique. Et je me suis dit, faut que je trouve des solutions justement pour y arriver. Et les solutions, je me suis dit,
Je vais la jouer sur la psychologie de l'être humain. Ce bien, en fait, je le connaissais par cœur. Parce qu'en fait, au préalable, j'avais déjà visité un studio similaire. Voilà, tellement que je le voulais, j'avais visité un autre studio qui était vendu à 15 000 € plus cher. Et ce studio, je le connaissais par cœur. Et j'arrive le jour de la visite, donc je crois qu'on était 3-4 personnes à vouloir ce studio. Et tout simplement, j'ai mis en avant tous les défauts, à voix haute, tous les défauts qu'avait ce studio. Il était bien, j'ai dit, mais sans braquer l'agent immobilier, je lui ai dit, voilà, ce studio, c'est vrai qu'il est bien, il est lumineux, il a une belle superficie. Par contre, les vitres, c'est du simple vitrage. J'y connaissais absolument rien en travaux. Je fais ça, je pense que ça chiffre au moins à 10 000 €. Je fais l'électricité, il n'est pas aux normes. Je pense que ça chiffre au moins à 5 ou 10 000 €. La plomberie, elle est un peu dans son jus. Et j'ai mis plein d'arguments comme ça à voix haute. Et du coup, les autres personnes qui étaient là avec moi, pensant faire une bonne opportunité, signer un bien à 15 000 € moins cher, vous voyez, tiens, plus 10 000. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'a pas tort, et plus 10 000. Ah oui, là, plus 5 000. Elles y pensaient sûrement qu'il y avait des travaux, mais le fait d'annoncer le prix à voix haute, ça les a déstabilisés. Et il y en avait qui avaient des dossiers bien plus... Enfin, il y en a qui voulaient acheter comptant, donc qui avaient un meilleur dossier que moi, parce que moi, je passais par un prêt. Et du coup, au final, j'ai réussi à avoir ce bien, parce que est-ce que c'est dû à ça ou pas? Je ne le sais pas, mais en tout cas, je sais que j'ai déstabilisé quand même certaines personnes lors de la visite, justement parce que j'ai su gérer mon émotionnel. Pourquoi j'ai su le gérer? Parce que voilà, c'est un bien que je préparais depuis 6 mois, j'avais déjà visité un studio similaire. Si je n'avais pas fait tout ce travail en amont, je ne sais pas de quelle manière je l'aurais géré mon émotionnel. Mais en tout cas, voilà, le fait d'être en vacances, devoir faire un aller-retour et de ne pas avoir envie de louper cette affaire, je me suis creusé la tête pour trouver des solutions, justement pour me dire « faut que je reparte avec ». Et c'est comme ça que j'ai réussi à l'obtenir. Donc l'émotionnel, comme je le dis, si en face de vos relevés de compte, tous les mois, il y avait une case émotionnelle, le prix vous ferait peur. Parce que tout ce qu'on peut dépenser au quotidien sous l'effet de l'émotionnel, entre une personne qui maîtrise son émotionnel et une autre personne qui ne le maîtrise pas, c'est juste de la folie les dépenses. Et alors pour le coup, pour rester objectif et se sortir de l'émotionnel, ce qu'il faut faire à l'occasion d'une visite, c'est ce que tu faisais l'allusion à ça. Moi, je vous recommande de prendre un petit carnet dédié à vos visites immobilières. Et à chaque fois que vous faites une visite, alors peut-être pas pendant, mais après, faites tout de suite un compte-rendu de visite. En vous disant, bah voilà, moi j'ai repéré ça, les fenêtres là, elles sont à changer. Ou alors, au pire, prenez des photos, parce que prendre des photos pendant une visite, ça paraît cohérent. Et faites tout de suite le soir même un point, ce que j'appelle donc un compte-rendu de visite. Dans un carnet, écrivez l'adresse, le contact avec qui vous avez visité et le listing de toutes les choses sur lesquelles vous pourriez négocier. Et ça vous donne un temps de réflexion, ça vous donne de l'objectivité et surtout ça vous donne des arguments objectifs pour le coup, pour négocier le prix. Mais faites-le parce que si vous êtes amené à faire plusieurs visites et même 2-3 jours après une visite, on a tendance à oublier des petits détails qu'on a pourtant vus le jour J parce qu'on a enchaîné avec des rendez-vous courtiers, des rendez-vous à droite à gauche, d'autres biens. Et même quand le bien, on le revoit sur le bon coin et qu'il a descendu, que le prix a baissé, et bien là on peut reprendre le carnet et voir tout ce qu'on avait marqué. Tout à fait. Ça permet de suivre le bien, effectivement. Ouais, donc attention, prix gonflé comme on vous l'a dit, gardez une marge de négociation à votre tour et mettre son émotionnel de côté, montrer que vous n'êtes pas intéressé tout en étant courtois et respectueux du bien. Voilà, si vous arrivez lors d'une visite et que vous critiquez par tous ces aspects, le bien, à un moment donné, l'agent immobilier ou le vendeur, ils vont tout simplement se braquer. Voilà, c'est juste humain, ils vont se braquer et ils vont plus vouloir vous entendre parler de ce bien. Voilà. Faut mettre en avant les qualités d'un bien, mais il faut surtout mettre en qualité ses défauts. Voilà. Faut jouer vraiment avec les deux. Voilà, jouer sur l'état du bien, les points négatifs pour faire baisser les prix. S'il y a encore un locataire dans l'appartement, ça c'est très important. Un bien égal avec un locataire ou sans locataire, il se vendra généralement, il n'y a pas de règle par rapport à ça, mais généralement il se vendra 10% moins cher s'il y a un locataire. Voilà, ça peut être un aspect de négociation. Même si le locataire c'est un bon payeur, vous pouvez très bien dire ce locataire, c'est un bon payeur, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi par rapport à la durée de bail qui reste. C'est à vous par rapport à toutes les informations qui vous seront transmises, voilà, justement d'appuyer sur les boutons qui vont faire que
que vous allez pouvoir argumenter pour baisser le prix. Rentabilité faible, chiffrer le montant des travaux, la localisation, comme on l'a dit, les transports, les commerces, pas de garage, pas de cave, pas de parking, charge de copropriété élevée, ravalement commune et façade. Ça, c'est façade et commune. Il faut savoir que des ravalements de parties communes, ça coûte aussi cher qu'un ravalement de façade. Donc ne négligez pas les parties communes, l'isolation phonique, thermique, moyenne, type de chauffage, etc., etc. Alors justement par rapport à ça, c'est que ces points négatifs-là, quand vous les voyez à l'occasion de vos visites, n'hésitez pas à vraiment le mettre en relation avec votre objectif. Typiquement, si vous voyez qu'il y a une isolation phonique qui est vraiment super compliquée, ben vous savez que là, il va falloir vraiment impérativement investir d'eau si vous comptez faire de la colocation. Parce qu'il n'y a pas de colocation possible si vous n'avez pas d'isolation phonique. Si vous souhaitez investir en copropriété, des charges de copropriété élevées, c'est un bon moyen effectivement pour faire baisser le prix, mais à la revente, ça peut être aussi compliqué à votre tour. Donc ça, il faut l'envisager également. Qu'est-ce que je voyais aussi? Ah oui, le locataire dans l'appartement, faites très attention à ça, parce que le locataire dans l'appartement, c'est un bon moyen, notamment dans les zones tendues, de faire de bonnes affaires, mais le locataire, quand il est sur place, vous ne savez jamais, jamais, jamais quand il partira. À partir du moment où un locataire devient prioritaire, qu'il est dans des procédures d'urgence sociale, il est insortable. Si la personne tombe enceinte, là, en termes de procédure d'expulsion, vous rêvez totalement. Si la personne atteint l'âge de 70 ans, ça fait partie de la catégorie des locataires protégés. Donc là aussi, vous oubliez totalement de pouvoir les sortir aussi facilement que vous le souhaiteriez. Donc quand vous avez un locataire à l'intérieur d'un bien, faites attention parce que c'est pas si facile que ça à gérer par la suite. D'autant plus que c'est un locataire que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas choisi. Autre chose, lorsque vous investissez dans une copropriété, demandez toujours une copie de règlement de copropriété, je le dis toujours, que ce soit en mastermind, en séminaire, dans mes vidéos. Demandez toujours une copie du règlement de copropriété parce que ça vous permet dès le départ de voir s'il y a des clauses problématiques. Typiquement, des clauses qui peuvent vous empêcher, encore une fois, de faire de la colocation, qui vous interdisent de louer des parties d'un logement. Vous ne pourrez pas faire de bail individuel, vous ne pourrez faire que du bail collectif. Donc, faites attention également à bien demander, et ça c'est avant même d'aller en compromis, les 3 derniers PV d'Assemblée Générale. Et les 3 derniers PV d'Assemblée Générale, on les demande et on les lit. On lit les résolutions, ce qui a été voté, et on lit également les questions qui sont posées à l'occasion des Assemblées Générales. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas des résolutions, mais ce sont, en fait, c'est la vie de la copropriété qui se lit sur quelques lignes après les résolutions. Et ça vous permet de, par exemple, si jamais, moi ça m'est arrivé dans le 8e, je voulais investir dans une super belle affaire. Alors, c'est une anomalie de marché, c'était un 19 mètres carrés à 140 000 €. Autant vous dire que très belle affaire dans le 8e arrondissement de Paris, pratiquement à l'angle du boulevard Haussmann pour ceux qui connaissent. Pour le coup, le bien était vraiment bien, il y avait déjà un locataire dedans, mais le locataire, vraiment bon dossier, RATP, vraiment bien sous tout rapport, mais je ne sais pas pourquoi il y avait... Alors ça, c'est bien du coup de toujours se faire accompagner par un entrepreneur. À force, vous prenez un peu l'éthique de votre entrepreneur. Et donc du coup, moi, il m'avait toujours dit, si tu visites seul, tu regardes bien les pièces d'eau. Pièces d'eau, c'est super important. Et pièces d'eau, je sentais que c'était bizarre. Donc je me suis dit, alors mon entrepreneur m'avait dit, mais c'est quoi bizarre? Je dis, je sais pas, c'était pas comme d'habitude. D'accord, ok. Et donc du coup, j'ai un peu creusé, j'ai regardé le PV d'AG et en fait, je me suis rendu compte que à l'intérieur de ce studio, il y avait un sani-broyeur et il y avait une toute petite ligne sur le dernier PV d'AG qui disait que les copropriétaires de l'immeuble en avaient marre des sani-broyeurs dans l'immeuble et qu'ils souhaitaient tout faire enlever. Alors là, vous achetez à 140 000, en fait, vous achetez une sorte de grand débarras, quoi. Parce que louer à un locataire un bien sans qu'il puisse avoir de toilette ou de saline broyeur chez lui et qui doit faire 10 km pour aller faire pipi sur le palier, c'est plus du tout le même prix, c'est plus du tout les mêmes conditions. Donc là, je vous ai donné un exemple que je connais, mais lorsque vous investissez dans une copropriété, demandez impérativement ces documents-là.
Et l'agent immobilier qui n'est pas capable de vous donner ces documents-là juste après les visites, je suis désolée, j'espère qu'il n'y a pas d'agent immobilier dans la salle, mais pour moi, c'est un mauvais agent immobilier. C'est des documents qui ne sont pas payants et qui peuvent se donner gratuitement par le syndic. Et n'hésitez pas également à faire vous-même votre enquête auprès du syndic. Appelez le syndic vous-même, dites-leur clairement que vous êtes intéressé pour acheter un lot de copropriété. De toute façon, il est obligé d'être au courant. Et moi, je pose tout le temps la même question. Est-ce que ça se passe bien dans l'immeuble? Est-ce que, par exemple, le bien que j'ai acheté n'est pas à l'origine de fuite? Parce que justement, ce bien-là, justement, par expérience, j'avais demandé PV d'Assemblée Générale, etc., des infos au syndic. Et le syndic, quand le syndic a identifié le bien que je voulais acheter, ils m'ont dit « Ah, mais sachez que ce bien-là est à l'origine d'une super fuite qui donne sur l'escalier du hall principal. » Escalier que je n'avais pas du tout visité. Et c'est super important de demander ce genre d'infos et de faire aussi une visite des parties communes. Vous achetez un lot de copropriété, mais peut-être que toutes les parties communes sont super pourries. Sauf que toi, il y a une anecdote que tu racontes dans ton livre. Mais si toi, ta visite, tu l'as fait du hall en prenant l'ascenseur et tu arrives directement au 6e et que tu ne te rends pas compte que du premier étage au 5e, c'est tout pourri, et que en fait, tu vas probablement avoir un ravalement des parties communes dans quelques années, pour ton budget, pour ta rentabilité, ça peut être quelque chose qu'il aurait été intéressant de connaître. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ces défauts-là, c'est bien de les noter au moment du compte-rendu de visite, mais c'est bien aussi de creuser du coup pour vous dire, mais au final, est-ce que c'est opportun d'acheter le bien ou pas? Parce que parfois, c'est pas opportun. Ou alors, c'est que vraiment, vous aimez vraiment les gros soucis. Et alors, si vous aimez vraiment les gros soucis, alors dans ce cas-là, il faut vraiment, vraiment faire de belles négos. Ensuite, pensez toujours à négocier en tête-à-tête le jour même. Alors, à voir s'il y a le vendeur qui est là ou si vous faites ça en direct avec l'agent immobilier. Voilà, essayez de continuer de battre le fer tant qu'il est encore chaud. Voilà, vous allez sortir de la visite, vous allez rentrer chez vous, peut-être que vous allez passer à autre chose, il y a des éléments que vous allez oublier. Voilà, pendant la visite, il y a beaucoup plus de détails qui vont vous paraître négociables qu'après la visite. Donc voilà, pensez à négocier, pensez justement à mettre en avant tout ce que vous avez repéré qui ne vous correspond pas, ainsi que les choses mais qui vous correspondent aussi. Voilà, pensez à négocier le jour même, en tout cas, de mettre en avant les défauts. Comme on l'a dit, savoir poser les bonnes questions. Depuis combien de temps le bien est-il en vente? Ça, c'est très important. Combien de visites? Pourquoi vend-il? C'est à vous aussi maintenant de creuser, de mener votre enquête indirectement auprès de l'agent immobilier et ou du vendeur. En fait, par rapport aux deux pièces de théâtre que je vous racontais, celle du banquier et celle de l'agent immobilier, la pièce de théâtre avec le banquier, si vous passez directement par un banquier et non un courtier, le banquier, il va creuser, il va essayer d'apprendre à vous connaître le plus rapidement possible. Parce que souvent, le banquier, si vous passez par un banquier que vous n'avez encore jamais vu, vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève, et vous allez lui demander, après quelques minutes, vous serez dit bonjour, et quelques minutes après, vous allez peut-être lui demander un futur financement de 200 000 €, alors que le banquier ne vous a jamais vu. Mais le banquier, donc, il va essayer de creuser pour savoir quel est le loustic qui est en face de lui, quel est le loustic qui lui demande un financement de 200 000 €. Le banquier, il va avoir deux choses pour creuser. C'est votre apparence, votre façon d'être, votre façon de vous comporter, la gestuelle, votre façon de vous habiller. Et la deuxième chose, ça va être votre dossier. Il va étudier votre dossier, toutes les lignes d'écriture, savoir vos dépenses et compagnie. Donc, il va creuser pour vraiment voir si ce financement, si ce prêt de 200 000 €, il est viable. Et là, par rapport à la négociation, c'est l'inverse. Ça va être à vous de creuser. Soit auprès de l'agent immobilier et ou du vendeur pour savoir pourquoi il vend. Combien est-il eu de visites? Est-ce qu'il a encore un crédit en cours? Est-ce que son crédit est terminé ou non? Ce n'est pas du tout la même chose. Si son crédit est terminé, ça va être beaucoup plus facile de négocier. Ça ne veut pas dire qu'il va être ouvert à tout et n'importe quoi sur les propositions, mais ça va être beaucoup plus facile. Par contre, si le vendeur il vend son bien à 100 000 €, mais qu'il a encore de l'autre côté de l'ardoise 105 ou 110 000 € à rembourser, ça va être compliqué de négocier. Compliqué ne veut pas dire impossible, mais le fait d'avoir tous ces renseignements, depuis combien de temps le bien est-il en vente, il y a le site Castorus qui va vous dire plein de choses. Il y en a qui ne connaissent pas le site Castorus?
il y en a quand même quelques-uns. Allez voir le site Castorus. Castorus, ça va vous donner tous les éléments depuis le jour de la vente jusqu'à aujourd'hui, toutes les baisses de loi et toutes les baisses de prix qu'il y a eu. Et au moins, par rapport aux biens que vous allez visiter, par rapport aux biens que vous aurez peut-être vus sur Internet, vous pourrez voir un peu la santé du bien, les baisses de prix et vous pourrez comparer ça, croiser les informations justement avec l'agent immobilier. Donc depuis combien de temps le bien est-il en vente, combien de visites, pourquoi vend-il, les 4D, divorce, décès, dette, déménagement. Tout ça, c'est des questions qui doivent être posées lors d'une discussion. Voilà, encore une fois, il ne faut pas sortir sa fiche, poser toutes les questions. C'est des questions dans une conversation, voilà, des questions anodines qui doivent arriver comme ça dans la conversation, sans que l'agent immobilier et ou le vendeur se doute de quelque chose. À aucun moment, faut qu'il se doute de quelque chose. Non, vous vous intéressez tout simplement au futur bien que vous voulez acquérir. Et dans votre conversation, vous posez quelques questions comme ça, mais sans en faire une liste exhaustive. Voilà, faut poser un maximum de questions, mais sans le plus naturellement possible. Voilà, sous quel délai doit se faire la vente, si le vendeur a d'autres appartements en vente. Moi, à 3 reprises, j'ai acheté x4, x3 et 2 fois 4 lots dans la même résidence et 1 fois 3 lots. Et voilà, ça se trouve, le vendeur qui vend son bien, il n'a pas pensé, vous lui avez dit que vous avez une enveloppe de 100 000 €, donc il n'a pas du tout pensé à vous parler du deuxième bien qui est également à 100 000 €, parce qu'il a pensé que ça ne rentrait pas dans vos critères, sauf que vous avez peut-être une enveloppe, vous recherchez des biens à 100 000 €, mais peut-être que vous avez une enveloppe à 300 400 000 €. Alors il y a un document qui est très utile, on peut savoir ça, c'est lorsque vous achetez un bien à une personne, vous allez avoir une copie de la taxe foncière du bien. Et la taxe foncière, vous avez les autres biens du vendeur. Voilà, donc ça peut être pas mal. En disant, sous le ton de l'anecdote, j'ai remarqué que vous avez d'autres petites surfaces, moi, qui peuvent éventuellement m'intéresser, est-ce qu'on peut en discuter, etc. En plus, vous avez l'adresse des biens. Donc ça peut être une bonne manière de repérer ça. Et puis pour continuer sur la copro et en relation avec le fait de savoir s'il y a d'autres appartements en vente, rendez-vous pour ceux qui investissent en copro, n'hésitez pas à vous rendre en assemblée générale. Parce qu'en assemblée générale, vous tissez des liens avec des copropriétaires et vous êtes au courant de beaucoup de choses. Parfois même avant la gardienne, c'est possible. À savoir, voilà, vous rendez mieux compte de qui a quel lot, quel appartement, qu'est-ce qui est rattaché à telle partie commune, à tel immeuble. Vous vous rendez compte, vous apprenez l'histoire un petit peu des copropriétaires. Vous pouvez même savoir plusieurs mois à l'avance qu'il va y avoir une vente possible, parce qu'il y a un propriétaire qui est intéressé. Et souvent, les achats, notamment de petites surfaces ou même d'appartements dans un immeuble, et souvent les propriétaires, ils le disent déjà en assemblée générale. Ils le disent, et ça peut intéresser pour acheter de l'eau l'un à côté de l'autre, par exemple. Ou faire un duplex, par exemple. Ou avoir 2 investissements locatifs dans le même immeuble. Et ensuite, pour finir, donc, y a-t-il des travaux de prévus dans la copropriété et négocier aussi en dernier lieu, négocier les futurs travaux d'amélioration dans le logement. Ce que je veux dire par là, comme je vous l'ai dit juste avant, parfois il y a peut-être que vous serez face à un vendeur qui pourra rien faire. Il pourra pas accepter votre négociation parce que de l'autre côté de l'ardoise, il devra aussi rembourser une certaine dette au niveau de la banque, donc il pourra pas. Par contre, peut-être que le vendeur, peut-être que c'est un artisan, peut-être que la négociation que vous voulez de 2 000 à 3 000 €, peut-être que cette négociation que vous avez suggérée de 2 000 à 3 000 €, peut-être que c'est pour faire des peintures, le carrelage, peut-être que voilà, c'est pour faire de la main-d'œuvre et il s'avère peut-être que cette personne, il est du métier. Peut-être que lui, tout ce que vous demandez en rénovation, ça va peut-être lui coûter simplement de son temps. Ou peut-être 100, 200, 500 €, peut-être juste la main-d'œuvre. Et peut-être que la main-d'œuvre, il l'a déjà. Donc c'est très important, si vraiment vous voyez que ça n'aboutit à rien, votre négociation, essayez, voilà, si vous ne pouvez pas sortir par la porte, essayez de passer par la fenêtre en essayant justement de négocier autre chose. Si vraiment ce bien, vous le voulez, c'est vraiment un coup de cœur, n'abandonnez pas une négociation. Trouvez toujours un moyen de négocier quelque chose. Et je crois qu'on en a fini avec la négociation. Est-ce que avant de partir en pause,
il y aura une pause de 15-20 minutes. Vous pourrez vous dégourdir les jambes. Ensuite, on va passer sur la fiscalité. Il y a Maître Dimitri Boujard qui vient d'arriver. Vous pourrez lui poser des questions. Juste avant que j'oublie là, dans le public, il y a aussi mon expert comptable, Nassim, à qui vous pouvez... Tu peux te lever. Il y a Nassim qui est venu avec ses collaborateurs, son équipe. Si vous avez des questions aussi, voilà, sur la fiscalité, et que Dimitri risque d'être pris pas mal par voilà. Vous êtes plusieurs dans la salle à pouvoir répondre aux questions, donc n'hésitez pas à aller voir ces différents acteurs. Pour en revenir aux questions sur la négociation. Moi. Juste le micro. Ouais. Comment faire lorsque l'agent immobilier ne veut pas présenter l'offre au vendeur? Tu peux rien faire. Ouais, ils sont chiants. Tu as le droit, juste à dire que oui, c'est pas normal. Lorsque tu présentes une offre, normalement il y a une obligation légale de présenter l'offre au propriétaire. Je suis entièrement d'accord. Mais si tu veux aller plus loin au judiciaire, si tu ne trouves pas un réel préjudice, tu ne pourras rien faire. Ok. C'est de lui mettre la pression, comme quoi tu vas aller voir toi-même le propriétaire, tu vas avoir ses coordonnées et lui proposer l'offre. Essayer de lui mettre un peu la pression, y aller au bluff. L'idée de faire les travaux pour éviter d'avoir les faire justement dans la négociation, comment on fait à quel moment on trace au compromis, à l'acte notarié pour être sûr d'obliger le propriétaire à bien les faire? Compromis. Et là, autant te dire que ça, c'est un point de négo qui est compliqué à pouvoir faire accepter par le notaire. Surtout s'il y a deux notaires. Parce que ton notaire va dire oui, mais bon, si les travaux ont mal été réalisés, on se retrouve un peu bloqué entre le compromis et l'acte authentique, etc. Donc moi, je recommande, si tu passes par cet axe de négo, de de proposer au vendeur, on peut prendre mon notaire, par exemple. Parce que là, si tu as deux notaires, le notaire du vendeur, le tien, etc., tu en as un qui risque de ne pas être d'accord. Ça dépend. Ça dépend. Il n'y a pas de règle générale. Moi, le dernier que j'ai acheté, j'ai proposé mon notaire parce que je disais qu'avec mon notaire, ça allait aller plus vite. Et ça a fonctionné. Il faut tenter. Faut tenter. Juste oui le micro, si vous pouvez le faire passer. Oui, elle est là. Elle est déjà là. Ma question concerne la colocation. Est-ce que c'est mieux, ou alors c'est quoi votre avis en fait de faire un contrat collectif ou un contrat individuel? Alors, la colocation. Juste pour donner la définition, la colocation, c'est un bien qui va constituer la résidence principale de toutes les personnes qui y sont. D'accord ? Quand on fait de la colocation, pour ceux qui n'en font pas, par exemple, vous avez un appartement avec 3 chambres, vous avez la possibilité ou de faire un bail par colocataire, donc du coup 3 baux, donc c'est ce qu'on appelle les baux individuels, ou soit vous avez la possibilité de faire un seul bail unique pour l'ensemble des colocataires, ce qu'on appelle un bail unique ou un bail collectif. Il n'y a pas de réponse précise à cette question-là, dans le sens où ça va dépendre de plein de données. C'est vrai que le bail collectif va avoir pour avantage de mieux passer en copropriété, parce que souvent, il y a des clauses de copropriété qui te disent que tu n'as pas la possibilité de louer un appartement en pièces séparées, enfin des pièces séparées d'un même appartement. Donc ça, c'est l'avantage du bail collectif, ça permet de régler le problème avec cette clause de règlement de copropriété. Et ça te permet aussi d'éviter une requalification en division. Parce que souvent, le service d'urbanisme considère que la colocation exploitée par le biais de baux individuels, c'est de la division. D'ailleurs, c'est assimilé comme tel par la loi. Donc, c'est l'avantage du bail collectif. Le bail collectif, tu as aussi la fameuse clause de solidarité qui te permet d'avoir... Alors, c'est un avantage et en même temps, ce n'est pas vraiment un avantage. C'est un avantage sur le papier, en ce sens où tous tes locataires sont tenus du loyer. Donc, ton locataire numéro 1 ne paye pas, le locataire numéro 2 et numéro 3 sont tenus. Maintenant, psychologiquement, tu cherches un colocataire pour remplacer quelqu'un qui est parti. Si tu as un bail collectif, tu es obligé d'avoir l'accord des 2 autres qui restent. Et en plus de ça, psychologiquement, donc, celui qui va rentrer, eh ben, il sait que si jamais les 2 autres qu'il ne connaît pas ne payent pas, il va être tenu.
Et donc ça, c'est en termes de... Si en plus tu es dans un coin où tu as du turnover, et ben à chaque fois tu risques un peu de galérer un peu plus. Alors que le bail individuel, tu as les défauts que j'ai énoncés, donc c'est-à-dire que un peu plus compliqué en fonction de la clause du règlement de copropriété et vis-à-vis du service d'urbanisme. Mais au moins, là, il y en a un qui part. Tu veux remplacer, c'est toi qui es maître de du sujet. Et justement, dans le cadre où on est dans des contrats individuels, comment est-ce qu'on gère au niveau des charges, de la répartition des charges et de la répartition Alors ça, des charges? moi, je pense que si on devait me payer à chaque fois qu'on m'a posé cette question, je pense que je serais déjà rentière sur un yacht en train de bronzer. Donc je pense que je vais faire un séminaire, mais que sur la colocation de 8h à minuit. Donc sur les charges, tu as deux possibilités. Soit tu le fais par le biais d'un forfait, soit tu le fais par le biais d'une provision sur charge qui te permet de régulariser si jamais il y a une surconsommation, un manque de consommation lié à ton locataire. Plus j'étudie le sujet de la colocation et plus je me dis que celui qui veut faire de la colocation de la manière la plus tranquille possible, vaut mieux le faire par le biais d'un forfait. Parce que alors... Non. Oui, mais c'est la règle du tant pis, tant mieux. Et est-ce que c'est légal de faire un forfait sur la base des tantièmes de surface que chacun des locataires... Alors, c'est discutable dans le cadre d'un bail collectif, sauf si tu mets en place une clé de répartition. C'est-à-dire une clé de répartition, c'est que tu mets en place un tableau et que tu expliques que ta chambre numéro 1, elle fait tant de mètres carrés, donc tu vas faire un loyer qui est plus important ou pas, et tu vas... Voilà. Et en fait, et ça, c'est une technique, en fait, qui est particulière parce que tu as un bail collectif, mais avec l'application du régime des baux individuels. La colocation, c'est très particulier parce que c'est un mode d'exploitation qui a été créé assez récemment. Ça a été légiféré en 2014. Ça a été très mal légiféré parce qu'il y a eu juste une définition à l'arrache de la colocation. Et après, dans la pratique, il y a plein de questions. Comment je fais si j'ai des dégradations sur les parties communes? Comment je fais pour mettre le Wi-Fi pour facturer? Si jamais mes locataires ils vont sur des sites interdits, est-ce que c'est moi qui ai des problèmes? Comment je fais pour la taxe d'habitation? Comment je fais pour l'assurance habitation? Comment je fais s'il y en a un qui ne paye pas pendant des mois? S'il y en a un qui fait de la guitare jusqu'à 23h? S'il y en a un qui a une chambre et qui ramène 3 copines tous les soirs? Voilà, il y a plein de questions là-dessus. Et je suis disponible pendant la pause pour y répondre. Voilà. De rien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.